Bonjour à tous, bonjour Julie et bienvenue pour le 31e épisode d'Arrêt Caméra, le premier de l'année 2024. Bonjour Morgane, bonjour à tous et surtout bonne année. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et si ce n'est pas le cas, on espère vous mettre du baume au cœur avec Morgane pour Arrêt Caméra. Un 31e épisode un peu réduit par rapport à nos habitudes. D'abord pour commencer à se remettre en douceur de nos excès passés. Donc pour cette fois-ci, on n'a pas de sujet qui fâche ni de film VOD parce que Morgane en a cherché, on en avait trouvé un. Oui. Qui était sur Prime Video. Alors je me rappelle plus du titre. C'est Faux. Faux ? Ouais, F-O-E. F-O-E, d'accord. Et ça se dit faux. Bon. Avec Paul Mescal et Saoirse Ronan. Ouais. Donc gros casting, mais les retours sont tellement négatifs qu'en fait on n'a pas voulu se l'infliger et par extension vous l'infliger. Bref, tant pis, c'est pas grave. Il y aura pas de VOD, mais de toute façon il y a un programme riche. Oui, parce qu'on commence... tu avais dit qu'il n'y avait pas de sujet qui fâche, il y a quand même un sujet de discussion, petit sujet qu'on avait fait déjà l'année dernière. C'est-à-dire un top, enfin pas un top, mais nos attentes de l'année, des films qui vont sortir en 2024. Et on en a choisi, je crois, 5 par personne. Oui, parce que plus, bon, c'est pas forcément évident. Et en même temps, alors Morgane, chaque année, je me rends compte que quand je fais, on va dire, mentalement, un top des attentes que j'ai, malheureusement, je tombe toujours sur des films américains parce que c'est sur eux qu'il y a les premiers éléments, on va dire, marketing, d'affiches, de bandes-annonces qui tombent. Et au final, quand je compare mes attentes avec mes tops de fin d'année, ça correspond pas du tout parce qu'en fait, se retrouvent des films dont j'entends parler que peu de temps avant qu'ils sortent. Oui, parce qu'en fait, les films américains, je dis, ils sont souvent décidés en amont avec une prédiction, enfin ils prévoient en amont, enfin il y a un planning quoi qui est fait et effectivement il y a des films dont on doute l'existence, qui sont les films notamment français, européens, et dont on apprend au fur et à mesure, par exemple quand ils sont en tournage, on n'a pas trop d'infos, alors que par exemple les films américains, il y a peut-être un peu plus d'informations qui sont dévoilées. Et après, il y a aussi des films où un mois et demi avant, on découvre qu'ils vont être au Festival de Cannes, il y a des rumeurs. Donc, et là, les films, ils existent en fait à ce moment-là. Donc, effectivement, c'est pour ça que toi et moi, on a surtout des films américains à proposer, mais oui, pas que. C'était une façon de le justifier un petit peu, Morgane. Mais du coup, sans transition, je te laisse parler de tes 5 attentes. Ouais, effectivement. Donc, parmi mes 5 attentes, je peux commencer avec un film qui n'est pas un film américain. Alors, juste déjà, on a fait en sorte, Morgane, toi et moi, de ne pas mettre les mêmes films. Ah non, oui, parce qu'effectivement, les films que tu as cités, il y en a certains que j'attends beaucoup aussi, mais voilà. D'autres, tu iras les voir à reculant. Bon, j'ai compris, j'ai mauvais goût. Tes films non, même pas. En vrai, la plupart... Non, je veux tous les voir, en fait. Là, je les ai devant les yeux. Non, c'est plus que, effectivement, ceux que j'ai mis, c'est ceux que j'ai plus envie de voir. Et il y en a un ou deux dans ta liste que j'ai vraiment, vraiment envie de voir, voilà. Et donc voilà, vous allez savoir lesquels. Pour moi, je commence avec, évidemment, comme chaque année, dans les films que j'attends le plus, il y a un film de Hong Sang-soo. Alors cette année, pardon Morgane, combien il en sort ? Il y a celui que tu attends et il en sortira combien à peu près ? En fait, je les attends tous en vrai, mais... Mais tu en as choisi un. Oui, je n'allais pas tous les citer. Il y en a un que j'attends plus que les autres. C'est celui qui a été présenté à Berlin l'année dernière, qui était présenté dans une sélection parallèle, je ne sais plus exactement laquelle. Encounters, je crois. Et c'est un film qui a fait parler de lui parce que c'est un film qui est tourné entièrement en flou, en fait, en images floues. Donc tu m'expliques, Morgane, que nous allons aller voir en 2024 un film entièrement flou. Voilà, exactement. Voilà, ça dure un peu moins d'1h10. Ça s'appelle In Water. Et les premiers retours à Berlin étaient assez exceptionnels. Les gens ont trouvé ça assez fascinant. Ça parlait limite d'impressionnisme. Et la bande-annonce, effectivement, donnait l'impression
de voir une peinture de Cézanne. En tout cas, ça a l'air génial. Et effectivement, il y en a un autre qui sort là, bien plus tôt, qui sort en février, qui s'appelle Walk Up. Et pour le coup, lui, il était présenté à Toronto il y a déjà plus de 2 ans. Donc finalement, le film ne sort que en 2024 parce que c'est pas évident pour les distributeurs de sortir des Hong Sang-soo tous les 3-4 mois. Donc voilà, on dit quand même, Morgane, qu'on a la chance de pouvoir les voir au cinéma en France, tous. Complètement. Alors, à savoir que cette année, on aura peut-être 3 Hong Sang-soo en salle, puisque en fait, il a tourné un film avec Isabelle Huppert. Et généralement, Hong Sang-soo avec Isabelle Huppert, ça veut dire Festival de Cannes, comme les 2 précédents. Donc, et généralement, une sortie, si ce n'est pas en fin d'année, peut-être en début 2025, mais on pourrait avoir 3 films d'Hong Sang-soo en 2024. On prend les paris. Moi, j'ai commencé par... Après, j'ai mis une liste de 5 films, mais elle n'est absolument pas ordonnée. J'en ai mis 5, il n'y en a pas un que j'attends plus qu'un autre. Bon, oui, on va moi dire non plus. Hein. Voilà, ce sont des attentes relativement égales. Nous ne passons pas notre vie à faire des tops. Donc, en premier, j'ai juste noté Civil War d'Alex Garland, parce que j'aime beaucoup le cinéma d'Alex Garland. De manière générale, dans la liste que je vais dévoiler, je me rends compte qu'il y a beaucoup de films de science-fiction, là où 2023, sans parler de déception vis-à-vis de la science-fiction, mais disons qu'il y a une relative absence de la science-fiction, j'ai trouvé, pour cette année qui vient de s'écouler. Heureusement, il y a eu des bons films, comme le film d'animation Mars Express dont on avait parlé, mais bref, c'était pas une année spécialement dédiée à la science-fiction. Là, dans les films dont on commence à voir venir les affiches, les résumés, les castings, bref, ceux dont ils sont adaptés, j'ai l'impression il y a une sorte un petit peu de revival de la science-fiction, et donc Civil War d'Alex Garland, pour moi, est complètement là-dedans, quoi. Donc déjà, Alex Garland, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Vous avez sûrement vu ses films, que ce soit Ex Machina ou Annihilation. On avait parlé de Men. Oui, Men, qui je sais n'a pas été spécialement apprécié. Moi, j'avais énormément aimé. Et donc, Civil War, comme son titre l'indique, c'est aux États-Unis. Le pays se retrouve au bord de la guerre civile. Et il y a des journalistes qui tentent de témoigner de cet effondrement. Alors, j'aime bien les histoires d'effondrement. Et en plus, l'effondrement des États-Unis, ça me rend forcément curieuse. Et dedans, il y a Kirsten Dunst aussi, donc je trouve ça assez attrayant. Bref, c'est un film qui me fait envie. Et puis j'aime toujours la manière qu'a Alex Garland de traiter ces sujets. Je trouve qu'il arrive en quelque sorte à adopter une espèce d'auteur dont manquent parfois d'autres cinéastes américains. Donc voilà, je ne peux que être curieuse. Ouais, pareil, d'ailleurs le film sort en avril, donc il va nous arriver assez vite. D'ailleurs, la plupart des films dont on parle sortiront assez vite. En fait, pas les miens. Je suis en train de regarder. Moi, le deuxième, c'est un film japonais, mais tourné en France. Un film de Kiyoshi Kurosawa, qu'on n'a pas vu depuis son film La femme de l'espion, il y a 2-3 ans. Et donc là, il a tourné un film en France, un remake d'un de ses précédents films de 97 ou 98. Et il est bien le film d'origine ? Ouais, il est très bien, très dur. Hein. C'est l'époque où il tournait pas mal de films avec Koji Yakusho, justement l'acteur de Perfect Days, où il tournait pas mal de films un peu sombres et oui, un peu horrifique aussi. Bon, là, c'est pas un pur film d'horreur, mais c'était A Serpent Path, qui est jamais sorti en salle en France d'ailleurs, que j'avais vu pendant la rétrospective qui lui avait été donnée à Kiyoshi Kurosawa en 2012-2013, je crois, à la Cinémathèque française. Et donc là, ça s'appelle La Vengeance du Serpent. C'est avec Damien Bonnard qui reprend le rôle de Koji Yakusho. Il y a Mathieu Amalric, Grégoire Collin aussi. Sacré casting avec la fine fleur du cinéma français côté acteur masculin. Ouais, c'est plutôt des bonnes têtes en plus, pas forcément des acteurs... Au sens figuré comme au sens propre. Oui, voilà, je sens qu'on va être bien. Et bon, l'histoire, elle est assez dure. Hein. C'est quand même l'histoire d'un père qui... enquête sur essaie de retrouver les meurtriers de sa fille de 8 ans qui a été violée et tuée pour un snuff movie. Ah oui, bonne ambiance quand même pour démarrer l'année. Voilà, c'est ça. Et il est aidé d'une... Alors, bon, dans l'original, c'était un yakuza, et là, apparemment, c'est une japonaise, donc en France, une scientifique. Et donc voilà, ça a l'air d'être assez tendu. Les premières images du côté
justement photo, c'est assez impressionnant. Donc je pense que effectivement ça va être un film très noir, très sombre. Et Morgane, c'est pas une histoire vraie, c'est une histoire complètement fictive. Oui, je sais pas, je pose la question. Si, il me semble que c'est une histoire fictive, ouais. Donc voilà, je pense que le film sera certainement sélectionné quelque part, soit à Berlin, soit à Cannes, parce qu'il y a un sacré casting et c'est Kiyoshi Kurosawa. Donc je pense que le film devrait sortir presque dans la foulée, ou peut-être à l'automne prochain, vu que ce serait un peu dans la tonalité. Mais voilà, je suis content de revoir un nouveau film de Kiyoshi Kurosawa qui fait partie aussi de mes cinéastes préférés. Oui, alors moi j'enchaîne, c'est pas aussi noir que ce dont tu viens de parler, Morgane. Mais c'est pas forcément très joyeux non plus. C'est le prochain film et on l'attendait presque plus, de Jeff Nichols, qui est quand même un cinéaste phare à mes yeux des années 2010. Ouais, surtout jusqu'à 2016, quoi. Après, oui, il a c'est disparu. Ça. Mais c'est un peu un emblème du cinéma indé américain des années 2010. Donc, qui après vous les avez forcément vus, Take Shelter, Mud sur les rives du Mississippi, Midnight Special. Il y en avait un autre aussi, Loving. Voilà, merci, que j'avais beaucoup aimé. Et donc là, qui était en compétition à Cannes aussi. Ouais. C'est vrai. 7 ans après Loving, parce que Loving, ça remonte quand même à 2016, Jeff Nichols revient avec The Bike Riders. Mon accent anglais est terrible. Dedans, on retrouve Austin Butler qui joue Elvis dans le film de Baz Luhrmann. On retrouve aussi Tom Hardy, Jodie Comer qui était chez Ridley Scott, Michael Shannon qui est un habitué de Jeff Nichols, et aussi Norman Reedus dans un rôle que j'ai pas tout à fait compris parce que j'ai vu que 2-3 images dans son vidéoclub de Combini. Un type Destroy avec des dents pourries, ce que j'ai compris. Oui, mais bref, ça lui ressemble. Et donc, voilà, c'est pas un sujet qui m'attire spécialement initialement. Enfin, on parle quand même d'un club de motards dans les années 60, au fin fond du Midwest. Mais voilà, enfin, je veux dire, ça semble être en même temps un film autour d'un brocode, un peu comme il y a Iron Claw qui va bientôt sortir et qu'on chroniquera dans Arrêt Caméra. C'est peut-être une année 2024 de masculinité, de fraternité entre hommes. Bref, là, ça a l'air d'être un film du genre. Et donc, c'est ça, ça parle de marginaux, ça parle aussi de gangs, forcément, qui représentent un danger. Donc, pourquoi pas ? Je suis très curieuse. Et puis, comme Jeff Nichols, sans dire forcément qu'il n'a fait que des chefs-d'œuvre, de ce que j'ai vu de lui, il n'a fait aucun mauvais film. Je lui fais... on va dire qu'il a toute ma confiance. C'est vrai que c'est un auteur américain qui est, à mes yeux, comme les tiens, assez important, et je suis content de le revoir faire un film parce qu'effectivement, il manquait, notamment son style. On l'a beaucoup associé au Southern Gothic, le style de film qui s'était tourné notamment dans la Nouvelle-Orléans ou au Texas. Et, même pour on va dire un représentant concret, Morgane, sans parler de cinéma, on peut même parler de série, c'est le typique True Detective, quoi, c'est cette veine-là. Oui, c'est ça, et effectivement, un cinéaste qui a disparu, qui avait été attaché à des projets, et finalement ça s'est pas fait, et tant mieux, puisque The Bike Riders, ça a l'air d'être un peu plus dans sa veine à lui. Complètement. D'autant plus que le film a été déjà projeté à des festivals, je crois, à Toronto et à Telluride, et les premiers retours étaient bons. Les gens parlaient ils disaient que c'était assez rigolo de voir tous les acteurs surjouer, parce que c'est un peu ça, mais que du coup c'est pas forcément contre le film, c'est plutôt pour le film. Et malheureusement le film devait sortir en fin d'année dernière, mais comme il y a eu les grèves des acteurs, tant mieux pour la grève, ça s'est terminé et ils ont réussi à avoir certains avantages, et le film finalement est, il me semble, reporté en juin, c'est ça? Oui, alors pour la France c'est juin 2024. Ouais. Donc on ira le voir, on fera sûrement une chronique pour Arrêt Caméra. Moi, troisième film, encore un film asiatique, je ne m'arrête pas. Cette fois, c'est un film, je reviens à la Corée, après Aung San Suu, c'est un cinéaste complètement différent, Na Hong-jin. Donc pareil, gros retour d'un cinéaste hype des années 2010, qui avait fait déjà même en 2009 The Chaser, ensuite The Murderer en 2012 ou 13, et surtout son chef-d'œuvre, peut-être même le chef-d'œuvre du cinéma d'horreur des 25 dernières années, The Strangers. Carrément, attends, Morgane, on va la refaire. Je te cite mot pour mot, le chef-d'œuvre du cinéma d'horreur de ces 25 dernières années mondial. 23, allez, parce que je vais dire Kairo, c'est le dernier, et c'était lui après. Donc mondial, un niveau mondial. Ouais, de tous les genres. Voilà.
Pour moi, c'est une dinguerie, c'est un immense film. Enfin, et voilà, pour ceux qui n'avaient pas eu The Stranger, c'est quand même l'exorcisme de notre époque, quoi. C'était assez fou. On le mettra s'il y a une sortie patrimoine sur l'affiche. Dixit Morgan Bizet, l'exorciste de notre époque. Voilà. Et il a mis 8 ans donc, pour revenir avec un nouveau film. On sait que c'est un cinéaste un peu borderline dans son style, dans son pas forcément très agréable et tout. Mais là, il a tourné avec donc des acteurs coréens et 2 acteurs américains qui sont le couple, parce que c'est un couple, Michael Fassbender, dans la vraie vie, Michael Fassbender et Alicia Vikander, et notamment aussi une actrice, alors je ne connais pas, parce que je n'ai pas regardé la série, mais elle a joué dans Squid Game, Jung Oh-yeon. Et le film sera notamment en tant que chef-op, c'est le chef-op de Parasite. Et j'ai pas dit le titre du film, c'est Hope et pas Nope, comme le film de Jordan Peele. Mais alors Morgan Hope, là de Na Hong-jin, on sait de quoi ça va parler. On n'a aucun élément hormis des éléments de casting. Si, j'allais y venir. Alors l'histoire, c'est les habitants d'une ville portuaire isolée. Notamment, alors je crois que c'est une ville proche de Séoul, hein, si je me souviens bien. Et en fait, il y a des morts qui sont retrouvés et une enquête est menée. Et dedans, il y a effectivement Fassbender et Alicia Vikander qui sont un couple américain d'expats en fait. Et du coup, je pense que le film va jouer à la fois sur le fait qu'ils sont des Américains en Corée, qui est un pays assez différent quand même s'il y a des similitudes sur certains points, ça reste quand même un pays différent, avec les problèmes de la langue, etc. Je pense qu'on va être dans un territoire un peu, très sombre, hein, typique chez Na Hong-jin, et avec des éléments d'horreur, comme il y en a souvent dans son cinéma. Sans transition, parce que c'est pas un cinéaste que j'apprécie particulièrement, mais je respecte les goûts et les avis de chacun. Je vais rester en Asie, je vais rester en Corée. Alors c'est terrible parce que pendant des années, j'ai dit et clamé, Morgane, que je trouvais que le cinéma coréen était l'un des cinémas le plus surcoté au monde. Et pourtant, je vais parler d'un film réalisé par un Coréen, en l'occurrence par Bong Joon-ho. Mais pas en Corée. Non, voilà. Mais quand même, il est coréen, donc bon, je me contredis moi-même. Mais merci d'avoir tenté de me sauver, Morgane. Donc, Mickey 17, sûrement qu'on dira 17, mais bon, disons 17, avec pas moins que Robert Pattinson, un film de science-fiction. L'histoire d'un individu envoyé coloniser une planète gelée. Alors là, comme ça, j'ai envie de dire pourquoi une planète gelée, c'est quoi l'intérêt? J'en sais rien, c'est Bong Joon-ho, c'est pas grave, ça me fait très envie. Il n'y a pas encore d'image en plus. Donc Non, enfin, juste ce qu'on appelle des stills, c'est-à-dire des images statiques qui font envie. Non, oui, voilà. Parce que le film sort bientôt. Ouais. C'est ça, et c'est fin mars en France. Ouais. J'ai la date de sortie sous les yeux, c'est le 27 mars 2024. Donc là, voilà, il y a des histoires de souvenirs qui reviennent, de nouveaux corps, d'implants, de morts à plusieurs reprises. Mais c'est vraie science-fiction. Il me semble qu'en fait, c'est, de ce que j'ai lu, parce qu'il y a plusieurs synopsis qui tournent, on ne sait pas trop de quoi ça parle, mais en fait, c'est effectivement une colonie avec des clones, et en fait, il y en a un qui se reconnecte à son ancien clone parce qu'il y a une histoire de meurtre, notamment c'est un thriller aussi, dans une station, dans un pays, dans un univers glacial, et effectivement... on sera dans un truc très typique de Bong Joon-ho au final, le thriller, donc mais dans un côté très américain, donc je pense que la bande sera bientôt en ligne d'ici la fin du mois. Ça m'étonnerait que ce soit ou alors le film sera retardé, mais je pense pas parce que Warner tient à ce film. Ouais. Et puis en plus de Robert Pattinson au casting, on a Toni Collette, on a également Mark Ruffalo. Toni Collette, excellent. Oui. Voilà, enfin des grands noms pour moi, donc non, ça fait assez envie. Et là encore, je redis ce que j'avais dit pour Jeff Nichols, mais Bong Joon-ho, on peut pas dire qu'il ait vraiment fait des mauvais films, donc forcément, c'est une attente qui est, on va dire, une valeur sûre. Puis il y a un retour aux États-Unis après un film en demi-teinte que moi j'aime bien quand même, mais bon, Snowpiercer, c'était pas parfait. Et, c'est vrai. Même si c'était pas un film tout à fait américain, parce qu'il y avait aussi une production coréenne, mais là, visiblement, c'est la Warner, donc c'est vraiment un film américain. Et qui sera peut-être, d'ailleurs, il y a des rumeurs présentées à Berlin hors compétition. Moi, je retourne au cinéma américain. Je n'avais pas abordé, mais là, je m'y mets. C'est le film tant attendu de Francis Ford Coppola, Le Grand Retour. Fait tout seul avec ses propres deniers. Avec ses propres sous-sous, ouais. Megalopolis. Donc oui, effectivement, il a hypothéqué pas mal de choses, notamment
c'est Compagnie de vin. On aime que les riches se sacrifient pour l'art du cinéma. Parce que le budget, c'est quand même 120 millions de dollars. Une bagatelle. Voilà. Coppola a plus d'argent que ça quand même, mais bon, il met quand même une partie de sa fortune en danger. Le film, alors on ne sait pas trop de quoi ça parle, hein, c'est vraiment le pur mystère. Il y a quand même des indices sur le casting, enfin pas des indices, mais on connaît une partie du casting, notamment Adam Driver, Forest Whitaker, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Catherine Hunter, Dustin Hoffman quoi. On dirait presque un casting façon Wes Anderson, avec des tas de grands noms. Et d'ailleurs, qui j'allais citer, Jason Schwartzman. Ah bah comme évidemment, par hasard. C'est un de ses neveux, donc voilà. Et oui, effectivement, ça fait très Wes Anderson. C'est comme en Italie, on fait travailler la famille. Il y a mamie qui fait les raviolis et le fils qui fait la pâte. Tu me fais. Mais d'ailleurs, attention, on parle d'un film de Coppola tout à l'heure. Et alors, donc, ce qu'on sait du film, c'est que ça parle. Bon, c'est un film de science-fiction. Ça parle d'une ville futuriste, inspirée à la fois par comment dire, les villes romaines, visuellement, je veux dire, et en même temps obsédée par le temps qui passe avec donc visiblement des gens qui sont riches. Je pense que c'est pas très loin de Metropolis aussi dans l'idée. Peut-être à Cannes, Morgan ? Alors oui, Adam Driver, on en a pas parlé du film, il a dit que c'était un film sauvage, imaginatif, grand et épique et audacieux. Bon, voilà. Forcément, il va pas dire j'ai tourné dans un film absolument nul, n'allez pas le voir, mesdames et messieurs. C'est ça, visiblement, visuellement aussi, c'était assez particulier, même s'il y a eu des histoires au niveau sur le tournage, le procès technique a été abandonné en cours de route. Bref, on n'en sait rien, mais le film va sortir cette année, puisque Coppola a dit que le film était bientôt prêt et qu'il devrait sortir en 2024, mais dans les prochains mois. Alors, ça veut dire quoi ? On ne sait pas. Ça m'étonnerait qu'il fasse l'impasse, vu qu'il n'a pas... je ne sais pas s'il est un distrib, hein, mais américain ou international, mais je pense qu'il fera peut-être un passage à Cannes hors compétition, parce que bon, vu le prix du film, ce ne sera pas en compétition, parce qu'il y a rarement des films aussi chers. Et en tout cas, enfin, moi j'attends parce que j'adore ce cinéaste, et son dernier film qui était tout l'opposé de Twixt, était un film à tout petit budget, mais un de mes films préférés de la dernière décennie. Et là, on revient au Coppola monumental, donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Peut-être que ce sera nul, mais moi j'espère que ce sera génial. Rien à voir avec tout ce qu'on a abordé jusqu'ici. Dans mes 5 attentes, j'ai cité un film d'animation. J'ai mis Vice Versa 2. Qui sera réalisé par Kelsey Mann, que je ne connais absolument pas. Je pense que c'est son premier film. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi. C'est un premier film. Pete Docter, qui était à la réalisation de Vice Versa 1, sera cette fois-ci producteur. Alors, je ne sais même pas de quoi ça va parler exactement, comment ça va suivre le premier Vice Versa. T'as vu la bande ? Non, pas encore. Mais non, Morgane, tu sais que j'ai tendance à me préserver des résumés, des bandes annonces. Et ça a l'air bien. C'est un teaser, donc tu peux pas trop mais ça. voilà, c'est mais pour bon, ça. En fait, c'est le personnage qui a vieilli, et en tant qu'ado, il y a des nouvelles émotions qui arrivent, et effectivement, des émotions, la dépression, enfin des trucs beaucoup plus... Oui, beaucoup plus adultes, je suppose. Mais en fait, le premier, ça m'avait vraiment fait un choc. J'avais adoré Vice Versa 1. Ça m'avait profondément marqué, touché. Enfin, j'avais été... complètement emballé par le film, et là, quand bien même c'est pas le même réalisateur, comme je viens de le dire, forcément pour moi c'est une énorme attente du fait que c'est intimement connecté à son prédécesseur. J'ai pas grand chose à dire de plus que ça, mais voilà, ça me rappelle un très fort souvenir de cinéma dans son sens le plus positif du terme. Ouais, qui est un des meilleurs Pixar des 10 dernières années, et complètement. Qui a été présenté à Cannes, je me souviens, qui avait été un carton. Et oui, voilà, on espère que ce sera au moins aussi bien que le 2, ou pas très loin, que le 1, pardon, ou pas très loin. Le film, d'ailleurs, je crois, il sort cet été, donc ce sera une des grosses sorties estivales. Oui, ça va cartonner, sauf accident industriel. Oui, c'est sûr. Moi, je termine, parce que c'est mon dernier film, avec un film américain, peut-être le film que j'attends le plus de l'année,
Attention, hein, Le plus de l'année, carrément. Ouais, carrément. J'ai très envie de voir ce film depuis qu'il a été annoncé. Je crois que je l'avais peut-être cité l'année dernière. C'est Maxine de Ty West. Alors, tu crois, pardon, Morgane, qu'il sortira au cinéma ou pas? Parce que Pearl est pas sorti de suite au moment où il est sorti aux États-Unis. Le second, c'était lequel déjà? Ah non, pardon, X. Il est sorti en salle quand même. Hein. Il avait eu une X petite sortie. C'est Pearl qui est pas sorti. Non, il a pas eu cette chance-là. Et en même temps, ça m'étonne pas. C'est un film plus petit. Et vu que A24 demande beaucoup d'argent pour un si petit film, ça m'étonnait. Même si le film, il a d'ailleurs pas mal marché aussi aux États-Unis, il me semble. Alors, Pearl. juste, Morgane, pour faire la pédagogie, quand on dit A24 demande beaucoup d'argent, en fait, donc A24, qui est une société états-unienne dont on a déjà parlé, de production, de distribution également, qui parfois produit, distribue ses films sur son propre territoire, les États-Unis. Ouais. Pour que les films que A24 produit, qui est devenu quasi une marque au sens comme Apple pour des ordinateurs, hein, A24 pour des films, demande énormément d'argent pour que les films puissent être distribués à l'étranger sur certains territoires, notamment la France. D'autant plus qu'A24, maintenant, ils sont en position de force, qu'ils ont eu tous les Oscars l'année dernière avec Everything Everywhere All at Once. Donc, mais là, je pense que cette année, le film devrait sortir, notamment vu du casting qui est assez énorme. Hein. Il y a Mia Goth, comme dans les deux précédents, tu me diras. Elle reprend son personnage de Maxine, qui était le personnage principal du premier film, même si elle jouait deux personnages dans les deux films. Et le deuxième personnage, c'était Pearl, qui était la vieille dame dans le premier, la méchante, entre guillemets, hein, et elle a incarné dans le préquel Pearl ensuite. Et là, elle revient au personnage de Maxine. Ça se passe 5 ans après. Du coup, on la suit. Alors, on se souvient, c'était une actrice porno de films fauchés. Là, elle veut faire une carrière à Hollywood dans les années 80. Dans des films aussi sulfureux, certainement des films porno aussi. Mais en fait, à Los Angeles, elle est suivie par un harceleur nocturne qui est fasciné par elle. Donc on retrouve au casting Lily Collins, Giancarlo Esposito, l'acteur qui faisait Gus dans Breaking Bad. Il y a aussi Elizabeth Debicki qui incarne la réalisatrice du film porno dans lequel joue Maxine. Il y a aussi Michel Monaghan, Kevin Bacon. Le casting est ouf pour un film d'horreur qui se veut une espèce d'hommage au slasher et au giallo, qui donc, je pense que ce sera beaucoup plus ambitieux formellement, parce que Pearl, notamment, c'est un film fait sur les décors du premier, donc avec un peu des chutes. C'est comme si c'était des chutes du premier film, pas vraiment, mais voilà, il y avait un tout petit casting avec tourné, écrit très rapidement entre le cinéaste et son actrice. Là, pour le coup, il a mis plus de temps. Je pense que effectivement, on risque d'être peut-être sur le film d'horreur de l'année, je l'espère, et j'espère aussi que ça sortira en France, comme tu l'as si bien dit, Julie. On croise les doigts parce que moi aussi j'ai très envie de le voir. Déjà parce que Morgane, tu m'as donné pas mal envie, et puis parce que j'aime aussi terminer ce que j'ai commencé. J'ai vu X, j'ai vu Pearl. J'ai envie de voir Maxine. Puis un slasher dans le milieu du porno, nous on veut. Hein. Oui, forcément. Hein. Il n'y a plus de films comme ça maintenant. Il faut le montrer. Il y a eu Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez, mais c'est le tout dernier. Ça remonte à quoi, 2018 ? Ça fait plus de 5 ans. Oui, on veut Maxine. Puis aux États-Unis, ça va être sous une toute autre forme. Couteau dans le cœur, j'ai adoré, mais c'était un film indépendant français. Là, on risque d'avoir un gros budget, donc why not ? Je conclus donc mon cycle des 5 envies en reparlant de science-fiction et en reparlant de thriller avec un film d'un réalisateur chinois qui en 2 films a déjà fait beaucoup parler de lui et a fait vibrer beaucoup de cœurs de cinéphiles dont le mien. Je parle de Bigan et de Résurrection. Alors, on ne sait pas pour le moment grand-chose de ce film, juste que ça va raconter l'histoire d'une femme apparemment dont l'âme se retrouve coincée dans un espace spatio-temporel hors du temps après une opération chirurgicale. Ça ressemble un peu à Mickey 17 quand même, quand j'y pense. Et donc, c'est avec Shuki. C'est surtout ça, il y a Shuki, quoi. Bien sûr, ultra connu, qu'on a vu chez Ousia Ossienne, et on a vu où ailleurs déjà, punaise. Chez Ousia Ossienne. On est d'accord. Non, parce que j'étais en train de réfléchir mentalement. Non, mais Si, ailleurs, j'ai un trou. Shuki ? Oui. Mais je dis non, je retrouverai plus tard, de toute façon, peu importe. C'est pas le sujet. Mais donc voilà, Bigan, j'avais adoré son premier film. Mission Impossible aussi, et le transporteur et tout ça,
Mais sinon, non, elle a fait surtout des films de Ousia Ossienne, des films de Viva Erotica, c'est de comment il s'appelle Derek Key, enfin des films de cinéastes hongkongais, ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est Pardon. que... non, t'inquiète pas. Non, mais après Kylie Blues et Un grand voyage vers la nuit, le retour de Big Gun, moi, je l'attends de pied ferme. Mais là, voilà, quoi, j'en suis très contente. Et puis, on verra quand est-ce que ça sort. D'ailleurs, c'est pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie, je crois. Non. Je ne serais pas étonnée qu'il tombe à Cannes. Oh, oui, il y a des Il y chances. a de grandes chances, non ? Deux précédents. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, Kylie Blues, il me semble que c'était à la quinzaine, mais peut-être pas. Un grand voyage vers la nuit, c'était Un certain regard. Je pense que là, la compétition lui ouvre grand les bras, notamment avec un film de science-fiction. Hein. Ça risque de faire envie aux programmateurs de mettre ça. En plus, il y a Chouki. Donc voilà, Chouki, on sait qu'elle avait été dans le The Assassin, notamment, et Millennium Mambo en compétition. Donc, et Three Times aussi. Avec qui je la confonds, c'est avec Zhang Ziyi, qui est dans Le secret des poignards volants, parce qu'elles ont un air. Oui, elles ont un petit air, c'est vrai. Mais léger, c'est ma faute, c'est pas bien. Pas de souci. En tout cas, on a fini avec nos sélections de films. C'était très américain et très Chine, Japon, Corée. Il y a d'autres films français qui vont sortir. Qu'on chroniquera, toi et moi. On les a pas forcément cités. Le Bonello, par exemple, m'intéresse. Le Dumont aussi, qu'on avait cité l'année dernière. Enfin, moi, je l'avais cité dans mes attentes. Mais voilà, c'est des films qui vont sortir très bientôt. Voilà, donc, Il y a aussi autre mention pour un film dont j'ai appris l'existence tout récemment avec toi, Morgane, une adaptation de la vie de Niki Saint-Phal de Céline Salette avec Charlotte Lebon dans le rôle éponyme. Très bien. Ouais, ça me fait envie aussi. Il y a des films comme ça qui vont sortir, vous inquiétez pas, il y a pas que le cinéma américain et le cinéma asiatique, hein. Il y aura des bons films cette année, on espère que ce sera aussi bon que 2023. Cela dit, Morgane, pour le programme de ce 31e épisode d'Art et Caméra, on va quand même rester aux États-Unis et en Asie, en parlant en premier de L'Innocence de Koreeda. Qui est sorti d'ailleurs, qui est le dernier film de 2023 dont on parlera ici, parce qu'en fait il est sorti le 27 décembre je crois, donc voilà, on parle quand même d'un film de 2023. On va aussi aborder Priscilla, forcément de Sofia Coppola, et on conclura par un documentaire qui m'a pris 3h40 de ma vie. Ah, moi aussi, mais... Oui, c'est vrai, vu qu'on l'a vu ensemble. Qui m'a pris, tu m'as dit. Jeunesse de Wang Bing. L'Innocence, c'est le deuxième film de Koreeda que nous chroniquons à Art et Caméra, après Les Bonnes Étoiles en décembre 2022. Comme le précédent, le film était en compétition au Festival de Cannes 2023, celui-ci, et il est reparti également avec un prix, cette fois le prix du scénario. Après avoir tourné en France puis en Corée du Sud, le cinéaste revient au Japon avec un scénario qui pour une fois n'est pas écrit par lui-même, je crois que c'était pas arrivé depuis 15 ans, mais par Yuji Sakamoto, un scénariste de séries télé. A noter qu'il s'agit également de l'ultime bande originale composée par Ryuichi Sakamoto lui aussi, mais aucun lien de parenté. Je me demandais... Non, j'ai regardé d'ailleurs, mais non, visiblement, il n'y a pas de lien de parenté. Sachant que Ryuichi Sakamoto, si vous ne connaissez pas, c'est quand même un immense musicien. Décédé cette année. Décédé l'année dernière, du coup. C'était pas cette année ? Ah mais non, on est en 2024. Oh bon Dieu. Pardon, oui, c'était en mars 2023, je crois. Ah, il n'y a plus de temps. Voilà, c'est ça. Julie, est-ce que tu peux nous faire un résumé du film ? Oui, alors L'Innocence de Koreeda, c'est un film en 3 parties, sans en dévoiler non plus tout le contenu. Disons simplement que la première de ces 3 parties se penche sur le cas d'un jeune garçon, Minato, qui a un comportement de plus en plus inexplicable à la fois à l'école et chez lui. Sa mère, qui veut naturellement l'aider, tente de comprendre ce qui se passe. Elle découvre que son fils est martyrisé sans raison par son professeur, sans non plus que la direction de l'école ne semble s'en inquiéter. Julie, moi, on m'a fait le reproche sur Internet d'en avoir fait la comparaison, mais je trouve que le film... Ah bah ça commence bien l'année. le film a quand même des liens, on peut le nier, avec un grand chef-d'œuvre du cinéma japonais, Rashomon de Kiyoshi Kurosawa. Non, pas ce d'Akira Kurosawa. Alors, effectivement, ce n'est pas exactement la même exécution, la même manière de faire, mais... Non, et encore heureux. Voilà, c'est quand même 3
3 points de vue sur une même affaire, en fait. Sauf que bon, c'est des affaires qui se complètent plus que des points de vue. Enfin, je veux dire. Oui, en fait, Rashomon, Morgan, pour le dire en quelques mots, je te laisserai enchaîner ensuite. On a de mémoire, parce que ça fait un moment que je l'ai vu le film, 3 points de vue qui sont 3 subjectivités qui s'affrontent, là où pour l'innocence, on a un point de vue parcellaire, un second point de vue parcellaire, mais un peu moins, et un troisième point de vue qui est plutôt omniscient. Quand même, les 3 sont subjectifs. Et en fait, on serait peut-être limite plus proche du dernier duel de Ridley Scott, Exactement. Où il y avait effectivement 2 points de vue parcellaires au départ, et en fait la vérité, en fait la troisième partie qui donne la vraie version de l'histoire. Alors que bon, en fait, c'est pas des versions de l'histoire pour le coup dans j'allais dire Monster. J'ai un peu problème avec le film parce qu'il s'appelle L'Innocence en français, mais le vrai nom c'est Monster, et je trouve que ça colle plus au film au final, parce qu'il y a des questions des gens qui se considèrent comme des monstres dans la société japonaise. Mais voilà, c'est un film qui est conçu comme un puzzle en fait, dont on découvre au départ les pièces un peu éparses, et le film finit par remettre ça dans le bon sens. Et c'est ce qui lui a valu, Morgan, je pense, le prix du scénario à Cannes, ce côté puzzle. Ouais, je pense effectivement que ça explique je pense que le jury a aimé le film et a voulu lui donner un prix, et pour eux c'était logique de donner le prix du scénario à ce film. Alors voilà, c'est là où on va rentrer dans le sujet qui fâche. C'est que à mes yeux, effectivement, le scénario, il est pas nul, enfin c'est plutôt un tour de passe-passe, c'est plutôt assez brillant sur le principe, mais en fait le film en lui-même, la manière dont en fait il exécute ce scénario, c'est-à-dire comment les scènes se succèdent, je trouve que notamment pour les 2 premières parties, il y a un côté un peu lassant. Tu m'avais même dit en off, Morgan, et je trouvais ça assez intéressant comme point de vue, si tu veux le détailler là ici. Tu me disais que c'était un scénario qui était bien plus littéraire que cinématographique, si tu veux bien dire pourquoi. Oui, en fait, je te disais, je trouve que c'est littéraire, c'est qu'en fait, effectivement, c'est ce genre d'histoire qui tu peux en fait trouver un plaisir, notamment dans certains livres, mais à l'image, le problème c'est que ça perd un peu son intérêt de voir toujours les mêmes séquences revenir. Parce que grosso modo, la première partie, c'est quand même la mère qui vient à l'école à chaque fois se plaindre que son fils va pas bien. Ensuite, après, elle revient, elle se rend compte que son fils, ça va toujours pas mieux, et son fils lui dit que son prof continue à le martyriser. Pareil, Reblote, la deuxième partie, c'est à peu près une succession de... en fait, la deuxième partie, elle est encore plus fonctionnelle que la première, parce que la deuxième, en fait, elle nous donne le miroir, en fait, le reflet du côté du professeur. Donc, en fait, c'est une partie qui est vraiment pas très intéressante cinématographiquement, et c'est vraiment la troisième partie où le film respire enfin, devient un film, et voilà. Donc en fait le problème c'est qu'on a 1 heure de film qui est un peu chiante, faut l'admettre, enfin qui est vraiment pas terrible, et une deuxième heure de film qui pour le coup est pour moi à mes yeux très bien, sauf la fin. Oui, alors justement moi c'est le genre de film, ça me fait penser à des bouquins que j'aime pas, comme La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, quoi. C'est vrai qu'il y a un truc très effectivement roman de gare. Ouais, c'est ça. Et alors, il y en a certainement qui vont aimer le film, qui vont se boucher les oreilles, Morgane, parce qu'on aborde l'innocence sous cet angle-là. Mais enfin, il faut être lucide sur le film. Alors, j'ai beaucoup aimé la dernière partie. Je ne vais pas en donner trop de détails, mais... tu peux, ça fait... Non, mais c'est peut-être sans trop en dire, parce que je suppose qu'il y en a qui nous écoutent qui ne l'ont pas forcément vu le film, mais... Disons que dans la manière dont Koreeda filme les enfants, l'interprétation des 2 jeunes acteurs, comment ils sont dirigés, ce qu'on voit d'eux, leur jeu, leur environnement, en fait, il y a un aspect merveilleux qui émerge du film qu'il n'y avait pas du tout au début, qui est, comme tu l'as dit, relativement atone. Terne, limite ouais, c'est ça, un peu lénifiant. Et là, je sais pas, il se dégage de cette heure-là une espèce de grâce qui m'a quasi émue. Alors, je dis ça toute proportion relative, parce que il y a des lenteurs dans le film, et malgré tout, malgré cette émotion qui se dégage comme ça de cette dernière heure, on n'arrive pas totalement à s'en débarrasser de ces lourdeurs. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est que comme
dans la manière dont le scénario s'articule. Les 2 premières parties, on sent qu'elles insistent, qu'elles forcent vraiment, qu'elles appuient, qu'elles raturent avec le stylo sur les morceaux qui manquent du scénario. Forcément, dans cette dernière partie, on a des redites. Il peut pas s'en empêcher, Koreeda, parce que sinon, ça s'articule pas bien, en fait, avec ce qu'il a fait avant. Et du coup, ça donne un film qui est un peu indigeste, j'ai trouvé, et qui est trop long, en fait, pour ce qu'il est. Et on a un peu la même nature de twist, et twist à prendre avec des guillemets, parce que j'ai même plus envie de parler de twist, tellement c'est tout petit, finalement, comme effet. Mais ça me rappelle un peu les espèces de twists un peu médiocres a fait Emerald Fennell dans Sad Burn. C'est-à-dire que on nous montre quelque chose et puis on nous dit « Mais non, ce n'est pas ce que vous avez cru », en nous montrant une scène qui, en soi, n'est pas significative ou une scène qui est complètement télescopée. Par exemple, là, dans L'Innocence, on a un événement dont on se doute qu'il est un peu tiré par les cheveux, et on nous montre en fait ce que c'est. Et là, en fait, quand on a l'habitude de regarder, comme toi et moi, Morgane, des films, on ne peut s'empêcher de trouver que les ficelles sont grosses. Effectivement, pour moi, à la fin, je ne voyais plus que les ficelles, en fait, même dans la dernière partie, où je me suis dit, en fait, cette scène-là, elle va servir à raccorder, en fait, ce qu'on avait plus ou moins entrevu dans la première et la deuxième partie, et là, elle devient, logique, entre guillemets, parce qu'on peut dire si c'est logique ou pas, mais par exemple, il y a un moment, dans une séquence dans la première partie, on entend un son de tuba, de corps, on ne sait pas d'où ça sort. Dans la deuxième partie, on la retrouve de manière encore plus prégnante, on l'entend mieux, ça semble être dans l'endroit où se situe le personnage. Et en fait, dans la troisième partie, on se rend compte qu'effectivement, c'est un des personnages qui faisait du tuba avec un autre personnage. Et en soi, ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'est juste... Qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'un personnage joue du tuba dans le film ? En fait, ça aurait eu un sens, Morgane, si il jouait du tuba et l'instrument était lié à je ne sais quoi ou autre, mais c'est un instantané, c'est complètement factice en fait. Il y a quand même un intérêt émotionnel, puisque le personnage qui en joue, l'autre personnage lui dit fais ça, ça va te faire du bien, ça va te permettre d'évacuer tout ce que tu gardes en toi. Mais c'est filmé avec tant de platitude. Oui, et puis pourquoi du coup nous avoir mis un suspense sur les premières et deuxième parties pour ensuite nous montrer ça, alors qu'au final c'est pas vraiment une scène, c'est pas un vrai tweet. Enfin, il y a pas trop d'intérêt à en faire une sorte de suspense pour ensuite nous accoucher sur ça. Et pareil. Et je sais, Morgane, que ça a l'air, d'être du pinaillage, mais c'est un exemple, et il y en a des tas dans le film. Oui, c'est ça. Il y a tout un tas d'exemples qui reviennent de ce même type-là, en fait, où des petits éléments qui sont des petits détails, en fait, sont expliqués. En fait, tout est expliqué. Et c'est aussi ce côté très littéraire, en fait, que je voulais dire, c'est que le cinéma, c'est de l'ellipse. Il y en a de l'ellipse dans le film, mais au final, à la fin, il essaye de supprimer ces ellipses pour en fait tout raconter. Alors c'est pas exactement vrai, il reste des zones entre guillemets d'ombre, mais globalement il revient sur tout. Mais effectivement, tu disais c'était indigeste, il y a un côté un peu indigeste où on nous explique trop. Et au final, pourquoi nous avoir montré cette première et deuxième partie pour en fait nous raconter ce qui est le plus intéressant dans la troisième partie, qui aurait pu faire un film d'1h30, 1h40 avec... En étant un peu épaissi. Voilà, en étant un peu épaissi et qui se serait suffi de lui-même. Alors je comprends, les premières et deuxième parties, il veut aussi montrer ce que c'est que le quotidien d'une femme célibataire et le quotidien d'un professeur qui... alors pour le coup, ça c'est un peu la partie un peu pseudo-réac, on sait pas trop... En fait, il veut raconter trop de choses, Morgane, dans son film, mais par rapport à ce que tu as dit, sans verser non plus dans la théorie cinématographique, j'en serais incapable, de toute façon j'ai pas fait d'études de cinéma de mon côté, mais là où tu as raison, c'est que si la littérature c'est écrire, décrire, et le cinéma c'est faire de l'ellipse grâce à des régimes d'images, c'est-à-dire que en fait un bon film c'est quoi ? C'est un film qui nous fait comprendre des choses par l'image, mais c'est l'antithèse en fait. Et le montage. Ouais. Bien sûr, l'image, le montage, la mise en scène, mais de manière générale, ce que je veux dire c'est que faire du cinéma, c'est l'antithèse de la démonstration. On n'est pas censé tout nous expliquer, nous surexpliquer. Et il y a un vrai problème, je trouve, de films aujourd'hui qui sont, on va dire, illusoirement décrits comme étant des bons films, alors qu'ils ne le sont pas en termes de cinéma. Et là, en l'occurrence, je trouve que L'Innocence de Koreeda n'est pas un bon film en termes de cinéma, parce que c'est pas un film qui épouse le langage du cinéma. C'est un film qui épouse plus le langage de la littérature que du cinéma. Ou de la série, tiens.
Voilà, ou de la série, mais clairement, en se basant sur des pseudo-twists, sur de la surécriture, sur de la surenchère, sur des effets de manche, sur, comme je le disais, des grosses ficelles. Et oui, ça va plaire parce qu'il y a de l'émotion, parce que c'est un sujet, et le sujet en soi est bien, je veux dire, la manière dont il est amené, révélé, c'est un bon sujet, c'est pas un problème de sujet, c'est pas un problème d'intention, c'est pas un problème d'acteur ou de direction d'acteur, tout est très bien à ce niveau. C'est vraiment un problème d'écriture, et d'écriture au sens propre comme au sens figuré. Oui, ça, c'est un problème de... Enfin, c'est le problème d'un film qui, en fait... veut montrer qu'il a un scénario brillant, malin, complètement, enfin, je veux dire novateur, ça ne l'est pas vraiment. Non, mais on est comme au cirque avec un magicien qui sort un lapin de son chapeau. Oui, c'est ça. Et il y a un peu ça. C'est marrant parce que du coup, là, j'y pense. Ça fait penser un peu à ce qu'il y a dans Pulp Fiction, les séquences qui se raccordent à un moment donné avec un côté un peu choral. Mais à la limite, dans Pulp Fiction, c'était vraiment une séquence en fait. En fait, la séquence où le personnage se croise, voilà. C'était plus pour rigoler, il y avait ce côté un peu ludique. Alors que là, je trouve qu'on n'a pas du tout de notion ludique. C'est très sérieux. Et en fait, c'est juste, pour moi, un film qui, si on enlève son scénario, perd un peu son intérêt. Et alors qu'il y a une troisième partie, qui, d'elle-même, en tant qu'élément indépendant, aurait pu faire un très bon film, puisque le sujet de cette troisième partie, qui est quand même l'homosexualité au Japon, n'est pas souvent traité dans le cinéma japonais. Et c'était relativement hardi de vouloir le faire, voilà, on lui reconnaît ça. D'autant plus avec des enfants, avec des très belles scènes de rapprochement. Là, on touche à ce que c'est faire le mieux Koreeda, c'est filmer les enfants. Il le fait comme très peu. Il y a Spielberg qui le fait peut-être mieux, mais lui, ça devait être dans le top 3 des cinéastes qui filment le mieux les enfants depuis Nobody Knows, au moins, son film sur les enfants abandonnés par leur mère. Ça fait déjà 20 ans. Mais voilà, donc c'est un peu dommage de devoir se coltiner tous ces éléments pour en fait accoucher d'un film qui aurait pu se contenter d'être juste la troisième partie. Et c'est un peu ce que tu disais alors c'est pas du tout le même style de film, mais dans Coupé par exemple de Michel Hazanavicius, il y a le même problème. Les 40 premières minutes sont quand même assez indigentes, et en fait le film devient intéressant au bout de quasi une heure pour 40 minutes de film agréable. Voilà. Oui, et ce que j'aime pas, Morgane, là-dedans, c'est que pour moi on est dans du procédé de petit malin en fait, c'est-à-dire que au début, on fait semblant de tâtonner, de montrer des choses sans le faire dans leur globalité, pour ensuite servir la sauce en disant aux spectateurs « Ah, mais vous voyez, vous n'avez pas tout compris, on va vous révéler la vérité intime des personnages. » J'aime pas trop qu'on me fasse ce genre de coup, en fait. Enfin, je vais pas au cinéma pour voir de l'esbrouf, je vais au cinéma pour voir de l'art, tout simplement. Ouais, j'aime bien être manipulé quand c'est bien fait, chez De Palma, par exemple, et notamment en jouant sur les régimes d'image, sur les points de vue, mais toujours par l'image, en fait. Chez De Palma, c'est pas par l'écriture, en fait. C'est pour ça aussi qu'il y a ce côté esbrouf, peut-être chez Koreeda dans ce film-là, alors que c'est peut-être pas son but, hein, mais voilà. Non, enfin, je veux dire, on veut pas faire de procès d'intention. Non, mais c'est un drame social, donc il a peut-être pas envie de donner l'impression qu'il fait un film de malin, mais il le fait quand même par son scénario, par la structure, et effectivement, plus qu'un film de malin, c'est un film roublard, en fait. C'est la roublardise du procédé qui m'a fait me détacher du film, et je voulais venir sur la dernière partie. Effectivement, même si elle est très belle, je suis quand même un peu déconnecté, et c'est un peu dommage. Et la fin, elle n'est pas terrible aussi, donc je ne vais rien dire, mais la fin, c'est limite la fin de The Whale, quoi. Donc c'était pas avec un fondu au blanc, des personnages qui courent dans l'herbe. C'était pas. Bon, oui, c'est la poésie du quotidien. Bon, ouais. Voilà pour le poésie dire. Du quotidien. Non, mais poésie du quotidien, voilà, ça fait un peu éphéméride de météo. Bon, je suis désolée, je me sens un petit peu dure avec le film. Mais en dehors de ça, pour en revenir rapidement, Morgane, en guise de conclusion à ce que tu disais précédemment, bon, il y a des espèces d'arcs. D''ARCCS, pas Mireille narratifs, pas des arcs avec des flèches. Et non, mais par rapport aux personnages qui font effectivement, là encore, très série. Que ce soit ce professeur qui fréquente des hôtesses dans un bar et qui, en fait, ne comprend pas trop ce qui lui arrive face à des enfants perdus. Que ce soit, effectivement, là encore, la mère célibataire, battante, mais un peu perdue. Bon, complètement cliché, d'ailleurs, la pauvre.
ou alors la directrice méchante avec une scène complètement gratuite où on la voit faire un croche-patte à une pauvre gamine qui se rétame la tête la première au sol. Enfin là, on est dans le bizarre, excentrique des films japonais, un peu lourd parce que c'est tellement mal amené et ça n'a aucun intérêt. Surtout qu'après, c'est pas expliqué en plus. Non, c'est pas expliqué, voilà. C'est complètement gratuit et pourquoi pas, je veux dire, on peut en tirer les conclusions qu'on veut là-dessus, mais ça n'apporte rien à l'ensemble de l'histoire. Et donc, il y a aussi comme ça ces espèces de lignes de fuite dans l'innocence qui détournent au final du vrai sujet. Et c'est dommage, je trouve qu'il aurait mérité d'être mieux traité. Peut-être mieux structuré, et du coup... Et d'ailleurs, juste pour terminer, ça me rappelle la critique des Cahiers du cinéma, où, je sais plus qui l'a écrite, peut-être Louis Seguin, où il dit qu'en fait, le problème du film, c'est que c'est un film de magicien qui essaie de faire de la précipitation, mais en fait, on voit le lapin, en fait. On voit comment il le fait. Donc en fait, c'est ça, on sort du film, on voit le tour, on voit comment le tour est fait, donc en fait, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus, et voilà, c'est ça le problème du film, c'est que t'as beau avoir un bon scénario, quand tu comprends en fait où tu veux être mené et toutes les intentions du réalisateur, eh ben ça marche plus. Voilà. Donc malheureusement, Koreeda, moi ça fait depuis une affaire de famille que depuis sa Palme d'Or en fait. 2018 que commence un peu à m'ennuyer, à m'enquiquiner. C'est réciproque. On reste sur l'enfance, mais plutôt la fin de l'enfance et le début de l'adolescence, en parlant de Priscilla, de Sofia Coppola. On ne présente plus Sofia Coppola, actrice, réalisatrice, productrice, mais aussi fille d'eux, dont le cinéma aiguise les sentiments des mélomanes fans de musique shoegaze ou comme moi, paraissant sur des Tumblr. Un peu passée de mode, clivante aussi, puisque Sofia Coppola est loin de faire l'unanimité. D'ailleurs, Morgane, de base, toi, tu es plutôt fan ou pas ? Tu es pour ou contre Sofia Coppola ? Vas-y, dis-nous. Fan, non. Mais est-ce qu'on est forcément fan d'un réalisateur ? Non, moi, allez, disons pour ou contre. Alors moi, j'aime bien Sofia Coppola, j'aime bien ses films, j'aime bien pas tous ses films, mais il y a des films que j'aime beaucoup, notamment... je dirais Somewhere, qui est mon film préféré de Sofia Coppola, ou Virgin Suicide, Lost in Translation et Marie-Antoinette. Je trouve qu'elle a fait une bonne carrière. Après, elle a eu des moments un peu moins bons, notamment Les Proies, c'est vraiment pas bien. The Bling Ring, c'est moyen, et On the Rocks, c'est moyen aussi. Mais voilà, comme tout cinéaste, il y a des cinéastes qui ont des périodes de moins bons. Et là, avec Priscilla, on va en parler, c'est un peu mieux. Oui, alors en tout cas, moi aussi plutôt pour. J'aime bien, j'adore pas, mais j'aime bien. Il faut savoir que Julie a quand même fait une émission. Oui, c'est vrai, tant qu'à faire, autant le rappeler. C'est mon auto-promo. Ah bah oui, ton cogné, c'est là que tu vois qu'on ne serait pas de bons boulangers ni poissonniers, Morgane. Donc oui, si, on va dire, mes points de vue sur Sofia Coppola vous intéressent, ne sait-on jamais. J'ai participé pour Filmo TV à l'émission Le Studio, dans laquelle je suis invitée parce que en fait, donc Filmo TV, c'est un service de VOD, SVOD français. Ouais. Donc on peut à la fois acheter des films à la carte et à la fois s'abonner à avoir des films. Il y a 1000 films dessus. Combien ? Au moins 1000 films dessus. Pour à la carte ? Ouais. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'abonnement, il est à 7 € par mois. Et là, pour le mois de janvier, ils ont mis pas moins de 70 films. Et dans ces 70 films, il y a tous les films de Sofia Coppola. Sauf On the Rocks qui était sur Apple, parce que c'est une production C'est ça, sur Apple TV. Ouais. Mais sinon, vous avez l'intégrale. Donc moi, bien évidemment, je l'ai vu. Dans l'émission Le Studio de Filmo TV, il y a des cadeaux également à gagner. Donc allez-y, si vous voulez la voir. Elle est en intégralité sur YouTube. Et puis, je ne peux que chaudement vous la recommander. Et pas que parce que j'en suis l'invitée. Donc on est en face d'une spécialiste de Sofia Coppola. Façon de parler, n'exagérons rien. Mais en tout cas, pour en revenir à Priscilla, Sofia Coppola a choisi cette fois-ci d'adapter un livre autobiographique que Priscilla Presley elle-même a écrit. Un livre une adaptation qui permet à Sofia Coppola de retrouver ses anciennes, à savoir l'adolescence, la solitude et surtout l'ennui. Question principale par rapport à tous ces films, est-ce que le sentiment que le spectateur partage avec Priscilla devant le film est l'ennui, ou est-ce que le spectateur s'en sort bien ? On en parle après ton résumé, Morgane. Alors, quand Priscilla rencontre Elvis Presley, elle est collégienne, lui a 24 ans, et déjà une star mondiale. De leur idylle secrète à leur mariage iconique, Sofia Coppola dresse le portrait de Priscilla, une adolescente effacée qui lentement se réveillera de son conte de fées pour prendre sa vie en main.
Alors, je trouve, Morgane, que Priscilla, c'est un des films de Sofia Coppola dont il y a peut-être, en dehors de dire si c'est bien ou pas bien, le plus de choses à dire. Par exemple, pour moi, c'est un film qui démontre vraiment son évolution en tant que cinéaste-auteur. C'est-à-dire qu'on est passé, quand on y passe d'un premier film, Virgin Suicide, avec donc des jeunes filles qui sont enfermées, littéralement enfermées, hein, dans une maison, quelque chose de très sombre. Et en même temps, on aborde la violence masculine, mais sans jamais le faire de manière frontale. Les proies, pareil, étaient un peu timides là-dessus, alors que pourtant, c'était vraiment l'occasion ou jamais d'y aller à fond. Et elle ne l'a pas fait, mais là, enfin, elle se lance. C'est-à-dire que c'est... Et elle le fait pas trop tard, je trouve. Elle le fait... Enfin, c'est sa propre évolution. Mais dans Priscilla, il y a une certaine maturité, pardon, je sais même pas quel mot j'allais dire. Maturité. Qui n'existe pas. Mais oui, je trouve que Priscilla, c'est vraiment le signe de la maturité chez Sofia Coppola, parce que dans ce qu'elle parle de l'ennui, de la difficulté pour une jeune fille d'exister, de comment une jeune fille cherche l'affection dans le regard des adultes, et donc comment par cette affection, elle fait un transfert amoureux, c'est-à-dire que la manière dont elle aime Elvis, elle l'aime au début, elle pense comme beaucoup d'adolescents, et là il y a aussi une certaine justesse de la part de Sofia Coppola, elle pense aimer Elvis comme si c'était le seul et unique amour de sa vie. Or, en fait, c'est une histoire du haut de son adolescence et sur laquelle, après, elle a du recul, elle divorce. Je spoil le film, mais en même temps, tout le monde le sait que Priscilla Presley et Elvis Presley ont divorcé. C'est vraiment un divorce, pardon, un divorce, un spoil. Absolument pas, mais ce que je veux dire par là, c'est que là où je suis assez contente, c'est que non seulement j'ai l'impression avec ce film de retrouver une certaine qualité de cinéma chez Sofia Coppola, qui, je trouve, c'était un peu tari dans, effectivement, The Bling Ring et dans, comment ça s'appelle, Les Proies, parce que j'ai pas vu Morgane Andy Rocks, contrairement à toi. Mais en plus, je vois vraiment une avancée certaine. Alors, il y a le côté habituel, il y a l'ennui, il y a un côté aussi très merveilleux lié au conte. C'est-à-dire que Priscilla, c'est un peu cette princesse dans un château, là, Graceland, en l'occurrence, la maison d'Elvis Presley et de sa famille, mais aussi de ses comparses. Mais voilà, en dehors de ce côté merveilleux et conte, il y a une forme de lucidité sur à la fois... ce que c'est, comme je le disais il y a peu, d'être une femme et une femme face à un homme qui a l'ascendant sur elle, mais aussi sur le désenchantement lié à la vie d'adulte qui n'est pas un conte de fées, littéralement. Oui, puis d'autant plus joli que tu parles effectivement de princesse, le Graceland, le château, on dirait, enfin le manoir, on dirait un château effectivement avec ses nombreuses pièces, son jardin immense. Et je parlais de ses comparses, effectivement, à chaque fois la maison elle est envahie de gens, comme c'était la cour de Marie-Antoinette. Voilà. Dans Marie-Antoinette, là tu vois. Les deux films sont énormément liés, oui, mais voilà. Je te laisse dire pourquoi. Si on doit connecter deux films, enfin en tout cas Priscilla avec un autre film de la carrière de Sofia Coppola, c'est peut-être plus Marie-Antoinette que Virgin Suicide, même si dans Virgin Suicide c'est des adolescentes, et Priscilla en tout cas au début du film, parce qu'après elle grandit et ça devient une adulte, mais effectivement le personnage ressemble beaucoup à Marie-Antoinette. Elle est mariée entre guillemets de force, parce que le personnage de Priscilla n'est pas marié au départ, hein, elle est invitée chez Elvis, mais c'est un peu une façon de force entre guillemets, parce que elle en a envie, mais en même temps qu'est-ce que c'est que le consentement à 15 ans quand tu t'ennuies en Allemagne et que t'arrives avec un... Enfin, c'est délicat comme... Et j'irais même plus loin, qu'est-ce que c'est le consentement quand tu développes un béguin pour une rockstar? Oui, voilà. On peut pas dire non à quelqu'un comme Elvis. Alors je dis d'autant plus ça, Morgane, que je sens que il y a des gens qui essaient d'appliquer par rapport à ce film une vision 2023 sur une histoire années 60, début 50 70. même. Hein. Oui, enfin on va dire une histoire sur fin 50, c'est 59, 60 au début, je crois. Oui, donc on va dire années 60 quoi. Donc une histoire qui a, si je compte bien, années 60, je réfléchis. C'est combien en arrière? Ça y est, je suis perdue. Il y a 60 ans, ouais. Merci, 60 ans. Enfin, pourquoi je dis ça, d'appliquer un regard d'aujourd'hui sur cette période-là d'avant, c'est qu'aujourd'hui on dit oui, mais c'est facile, mais
auparavant, voilà, encore une fois, dire non à quelqu'un comme Elvis Presley, pardon, mais qui pouvait le faire? Enfin, quasiment personne. Oui, bah, c'était la star mondiale ultime à l'époque. Il n'y avait pas d'équivalent. Mais c'était même plus grand que les acteurs de cinéma. Et effectivement, d'autant plus que effectivement, elle voit ça avec son regard de gamine de 15 ans qui s'ennuie en Allemagne, dans une famille où en fait son père il travaille en tant que militaire, parce qu'en fait c'est ça, c'était une américaine qui habitait à Berlin parce que son père était capitaine, je crois, en Berlin Ouest, dans l'ancienne entre guillemets colonie, on va dire, parce que c'était pas une colonie, mais le territoire qui était en tout cas géré par l'Amérique. Ouais, territoire occupé. Voilà. Et effectivement, voilà, il y a ça qui arrive, ça la sort de son ennui, de sa monotonie, et effectivement, bah, elle finit par dire oui. D'autant plus que quand il lui propose de partir aux États-Unis, et voilà, elle sort de sa première prison pour en arriver finalement à une autre prison. Donc, voilà, c'est une échappatoire, c'est vraiment changer de cage pour une autre. Voilà, quoi. Et effectivement, là, c'est là où ça ressemble beaucoup à Marie-Antoinette, c'est qu'il y a un arrangement des parents qui finissent par dire oui, parce que bon, quand même, c'est quand même bien, c'est comme Elvis Presley, c'est quand même un chic type. Et il y a tout ce côté-là qui rappelle effectivement le début du film de Marie-Antoinette, où elle est... alors sur plus longtemps, parce que dans Marie-Antoinette, c'est vraiment 10 minutes, alors que là, on a toute une période où au début, il se voit en Allemagne, puis après, elle va venir à Graceland, à Memphis, et puis, ça dure bien 30-40 minutes de film. Elvis Presley, Morgan, dans le film, joue énormément de ce côté chic type. Mm-hmm. Je veux dire, la manière dont il négocie avec les parents. Enfin, je veux dire, on comprend... j'ai pas envie, en fait, de dépeindre Elvis Presley dans le film comme un immense connard, parce que le film ne montre pas ça. Il montre pas comme ça, ouais. Non, mais le film montre quand même qu'il y a un problème malgré tout, et que c'est pas que le problème d'un homme, c'est aussi le problème d'une époque. Enfin, c'est pour ça que j'ai pas envie spécialement de taper sur la figure d'Elvis Presley, parce que bon, autour, on ne voit quand même que des complices, quelque part. Non, parce que le film, c'est pas un film contre Elvis Presley, Absolument c'est un film sur, en fait, qui redore un peu le blason de Priscilla, qui est pas juste la femme qui a divorcé d'Elvis. Et c'est le droit à son histoire, à son point de vue sur l'histoire, et à sa version, et aussi de dégratigner un peu effectivement l'image d'Elvis en le dépeindre dans ce qu'il n'était pas, même si voilà, il y a des gestes qu'il a eu, qu'on voit dans le film, et des pratiques qui sont condamnables. Oui, en fait, elle montre, Sofia Coppola, avec Priscilla, l'envers du décor. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour une fois, elle va au fond des choses. Et c'est l'histoire de Priscilla Presley qui lui permet de le faire. C'est qu'elle montre ce que c'est que la violence, mais sans ambiguïté. Et que c'est pas forcément absolument taper tout le temps sur quelqu'un ou être forcément tout le temps insultant. C'est que, en fait... En dehors de Priscilla, dans le film, le personnage Elvis Presley, joué par Jacob Elordi, vu qu'on en a encore lui, on terminait l'année sur un film avec lui. On la recommence avec lui. On n'en sera jamais débarrassé de cet acteur australien. Mais non, mais je veux dire, ce qu'elle montre avec Elvis Presley, c'est que c'est d'abord et avant tout le produit de son époque. C'est-à-dire, c'est un homme qui a parfaitement intégré les codes sociaux de comment on aborde une adolescente, parce que bon, ça se faisait, je veux dire, le film négocie pas là-dessus, ça se faisait. C'est pas choquant aux yeux des autres que finalement... Ils posent des questions, ils disent oui, quand même, elle est jeune, mais bon, ils posent des questions pour la forme. Tout ça est bien hypocrite. Oui, voilà. Morgane, on le sait, elle a 14 ans, il en a 24, voilà, c'est pas la même époque. Et le film montre très bien comment Elvis Presley en a parfaitement conscience, et comment aussi il cherche quelque part une gamine, parce que il a envie de la modeler à son image. C'est-à-dire que il lui fait adopter la même teinte de cheveux que lui, il lui fait adopter en version féminine certes, mais le même maquillage des yeux que lui, le même genre de vêtements que lui, c'est-à-dire sans imprimer, il y revient souvent parce qu'elle est petite, mais bref, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Le même genre de choucroute aérienne capillaire que lui, bref, il la modèle vraiment à son image, et on comprend que c'est pour ça, comme je le disais, qu'il veut quelqu'un de très jeune. Et le film montre tous les ressorts de la violence masculine
là-dedans, dans le fait que la femme est toujours contrainte, qu'elle est toujours seule, quand bien même elle est paradoxalement, comme tu disais Morgane, sans arrêt entourée. Il y a tout le temps du monde. Mais il est interdit d'avoir une vie à côté. Ouais. Voilà, elle ne travailler, peut pas. Et ce n'est pas dit comme ça, mais c'est largement suggéré. C'est-à-dire qu'elle doit être une femme qui n'existe plus. Elle doit se chosifier pour lui, pour ses désirs, pour sa carrière d'homme supérieur au reste de l'humanité. Oui, c'est ça. Elle doit attendre comme un objet de la maison le retour d'Elvis, parce que c'est une période aussi où il fait beaucoup de films qui seront pas des bons films d'ailleurs, mais qui va tourner au vinaigre. Mais voilà, c'est la pas une bonne période pour lui. Oui, voilà, c'est pas une bonne période pour lui. D'ailleurs, on le voit et c'est montré. C'est une période où il commence à prendre beaucoup de drogue. Et qui lui donne à elle qui aussi. finit par lui donner, enfin même assez vite, et elle-même du coup elle prend ce rythme, parce que forcément elle devient addicte, donc on devient forcément de soi-même consentant et on continue à en prendre, parce qu'en plus elle vit, en fait, elle continue ses études au lycée, mais le soir elle fait quoi? Elle se murge, elle fait la fête avec les amis de Elvis, et le lendemain il faut qu'elle aille à l'école. Lui il dort jusqu'à 15-16 heures, elle va à l'école, donc elle prend des amphètes ou je ne sais pas, des produits dans le même genre qui sont censés être des excitants. Je pense qu'il y a un mélange de somnifères, d'amphétamines, de cocaïne, très probable. Enfin voilà, voilà, c'est montrer comment ce modelage en devient sur certains abords assez extrême, et en fait c'est un film effectivement à la fois très redondant, parce que c'est souvent les mêmes situations qui reviennent, et qui peut aussi un peu piéger le film dans une forme de routine à un certain moment donné vers le milieu. Je dirais qu'il y a un tout petit ventre mou dans le film, mais c'est pas bien grave, hein. Ça reste quand même un beau film. Il manque parfois de séquences un peu plus fortes qu'on pouvait avoir dans certains précédents films de Sofia Coppola, mais voilà, il y a en tout cas c'est un beau portrait. Je trouve que c'est un film, quand on regarde tu disais que c'est bien, elle revient à une forme elle arrive à une forme de maturité. Je dirais pas que c'est forcément une maturité, mais c'est dans la continuité, avec un portrait nuancé, avec plus de crudité, plus de un côté un peu plus sombre en tout cas, et qui colle peut-être plus à l'époque, parce qu'il y a eu MeToo qui est en 2017-2018. Elle avait fait Les Proies juste avant MeToo justement, et là en fait il y a eu ça, et je pense que c'est un peu son premier film post-MeToo, et sans faire comme certains films post-MeToo, hein, parce que non, parce qu'elle n'est pas dans la démonstration. C'est pas Promising Young Woman, ça que je veux dire. Mais, oui, et encore heureux, la pauvre Emerald Fennell qui se fait un peu trop taper dessus dans cet épisode d'arrêt caméra. Il n'y a aucune facilité, aucune. C'est un film qui montre la violence des hommes sur les femmes, mais de manière très subtile, mais c'est pas subtil, parce que c'est une histoire en même temps qui impose la subtilité, parce qu'il n'y a pas vraiment de violence. Il y en a quelques-unes, mais c'est pas non plus une histoire de viol, etc. Mais voilà, qui montre quand même comment les hommes ont toujours été dominants sur les femmes, quoi. Non, en fait, quand je parlais de maturité, Morgane, ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est peut-être le film dans lequel Sofia Coppola est, on va dire, le plus lucide. Enfin, la plus lucide qu'elle ne l'a jamais été. Enfin, c'est pas très français ce que je suis en train de raconter. En fait, elle a toujours tourné un peu autour du... Oui, en fait, je trouve que pour une fois, elle est capable, quand bien même je renie pas son vécu et je ne le critique pas, mais si je devais caricaturer, je trouve qu'elle arrive enfin avec Priscilla, à ajouter un supplément d'âme à tout ce qui constitue de veine autobiographique dans ses films. Concrètement, c'est-à-dire que tous ces films parlent aussi un peu d'elle, de l'ennui qu'elle a connu. Voilà, je vais pas refaire le topo, voilà, par rapport à son père, d'avoir été trimballée dans des hôtels, etc. Et c'est justement celui qui a eu le Lion d'Or. J'ai un Somewhere, ouais. Voilà, merci. Somewhere qui en parle peut-être le plus, mais tous ces films parlent d'elle. Bon, on va me dire c'est le cas pour tous les réalisateurs, mais après, plus ou moins selon les réalisateurs, oui, elle en particulier. Il y a des cinéastes qui parlent un peu plus d'eux-mêmes, et elle en fait partie. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'elle continue à le faire, mais elle ajoute on va dire une coloration supplémentaire à ce qu'elle fait. Et par rapport à ça, il y a une forme d'universalité dans Priscilla qui peut-être lui manquait avant, ou pouvait laisser certaines personnes sur le carreau. Concrètement, il y a cet ennui-là, il est, comme je le disais, autobiographique dans le film Priscilla, mais aussi, en outre, dans ce qu'elle montre de ce que... Enfin, c'est ça que j'ai trouvé presque magnifique. C'est dans ce personnage-là, Priscilla,
qu'on voit à 14 ans et même plus tard, et quand elle est enceinte jeune, etc., il y a une espèce d'authenticité, en fait, de justesse de ce que c'est que d'être une jeune fille de 14 ans à 16, à 18, à 20 ans, et selon les circonstances. Une jeune mère aussi. Oui, j'ai vraiment trouvé ça... Il y a les séquences où elle se maquille. Bien sûr. Voilà, je sors, on va dire, de mon rôle qui se veut faire un peu de la critique pour dire que, en tant que femme, j'ai trouvé ça absolument émouvant. Enfin, je me dis... je me suis reconnue là-dedans. C'est-à-dire, j'ai pas pu m'empêcher de me dire... Ben oui, si à 14 ans, une rockstar m'avait témoigné l'attention, moi aussi, j'en aurais perdu mes moyens, toute rationalité. J'aurais voulu y aller pour fuir ma famille, mon milieu, que sais-je. Enfin voilà, n'importe quelle gamine de 14 ans peut en fait comprendre ce que vit Priscilla dans le film. N'importe quelle jeune mère peut comprendre ce que vit Priscilla dans le film. N'importe quelle jeune fille... même avec peu de moyens, mais qui en profite pour s'acheter des vernis, du mascara, pour s'acheter des faux cils, comprend aussi ce que vit Priscilla quand, au moment d'aller accoucher, qu'elle a perdu ses os, elle peut pas s'empêcher de se coller une paire de faux cils. J'ai trouvé ça hallucinant. Enfin, ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, c'est fou, ça montre tellement ce que c'est que d'être une femme, c'est-à-dire de toujours vouloir en apparence être parfaite, de toujours vouloir plaire aux autres avant de penser à son soi, à son intérieur. Enfin voilà, quoi, avant de prendre soin de soi. Elle prend soin d'elle en apparence physiquement, mais à l'intérieur, on sent qu'elle est meurtrie, on sent qu'elle fait acte de résistance. Oui. Et ça, je trouve que Sofia Coppola, elle a rarement témoigné avec autant de justesse, encore une fois, et de force, de ce que c'est qu'être une femme. C'est vrai qu'il y a une forme d'universalité qu'on n'avait peut-être pas ressentie dans son cinéma auparavant. Et ça passe aussi par l'actrice qui est très bien, qui est Alice Penny, que je ne connaissais pas, je ne sais pas ce qu'elle avait fait avant, et qui a gagné le prix à Venise de la meilleure actrice. Donc oui, après, Coppola, elle a toujours été comme ça, de faire connaître des acteurs et des actrices. Bon, Jacob Elordi était déjà connu, mais voilà, et qu'Alice Penny rentre dans ça, et je trouve qu'elle a été convaincante. Moi, juste, si je devais dire un dernier mot sur le film, c'est que ce film, il est très bien, parce qu'en fait, il sort un an après Elvis de Baz Luhrmann, et c'est un contrepoint. J'ai pas envie de comparer les deux films, parce que c'est pas les mêmes... alors, c'est la même histoire, mais vu d'un point de vue différent, mais complètement différent. Voilà, c'est l'antichambre, en fait, du film de Baz Luhrmann. Baz Luhrmann, c'est le film baroque, foutraque, bordélique, un peu baudruche aussi, mais il l'assume complètement, et j'avais trouvé que c'était limite le meilleur film de Baz Luhrmann. Et il y avait surtout l'histoire que ça racontait, c'était comment c'était un peu le pacte faustien, en fait, entre le colonel, j'ai plus son nom, mais c'est le colonel, donc l'agent de Elvis, et Elvis, et comment le colonel a complètement vampirisé Elvis. Et c'était ça l'histoire. Et Priscilla, c'était un personnage même pas secondaire, c'était un personnage tertiaire, parce qu'en plus c'était une fresque sur 30-40 ans, et voilà, Priscilla, c'est que, entre guillemets, que 10 ans de la vie d'Elvis, et donc si on regarde, il y avait un peu de tout, et voilà. Alors que dans le film de Sofia Coppola, déjà, on est dans une forme beaucoup plus resserrée, c'est quasi un huis clos, ça se passe globalement que à Graceland, un peu aussi dans sa famille en Allemagne, mais surtout à Graceland. C'est dans la mise en scène très sobre, c'est comme sait faire Coppola, c'est-à-dire une forme de fausse virtuosité. Ça reste quand même très joli, très bien fait, mais sans effet de mise en scène. Alors il y avait un peu ça dans certains de ses films, mais là c'est peut-être le film un peu dans la forme vaguement la plus éteinte. Alors je veux dire, il y avait Sommer qui était encore plus minimaliste sur ce côté-là, et que moi j'adore, mais celui-là il est un peu plus chatoyant, même dans l'image aussi, on retrouve un peu l'image plus chaleureuse qu'il y a. Oui, il y a un côté pop qu'il y avait encore une fois dans Marie-Antoinette. Voilà. Et Marie-Antoinette, ça se faisait, pour le dire rapidement, via des symboles très franco-français, la mode, les macarons, des choses comme ça, quitte à faire des anachronismes, mais c'était bienvenu. Là, ça se fait via des symboles très liés à la femme, comme je disais, le maquillage, les fossiles, les vêtements, les cheveux, les bigoudis, toutes ces choses-là, en fait, qui confinent un certain maniérisme qui, moi, me plaît énormément, parce qu'il y a quelque chose de... on est presque dans l'ouvrage, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est marrant parce que, bon, à la fois, Elvis se terminait sur la mort d'Elvis, et celui-là se termine sur l'émancipation de
Priscilla qui arrive avant la mort d'Elvis, parce qu'en fait elle le quitte à l'époque où il est à Las Vegas, où il fait ses shows, où il en meurt quasiment, parce que c'est comme ça qu'il en meurt, drogué, bourré, enfin ça devient une sorte de parodie de lui-même. C'est terrible, la mort d'Elvis. Et d'ailleurs l'émancipation, Morgane, de Priscilla se fait toujours via la coupe de cheveux, les vêtements, le maquillage, on n'en sort pas au le final. film se raconte par ça aussi. Il y a le parcours de Priscilla par l'évolution de sa coupe de cheveux, effectivement. C'est assez marrant. Ouais. En tout cas, moi, j'ai terminé sur le film. Tu voulais rajouter quelque chose, peut-être ? Non, juste que pour démarrer l'année, je suis assez contente d'avoir vu un film comme ça que j'ai énormément apprécié. Et vu que Morgane, c'est une émission placée sous les auspices de la jeunesse, on va justement parler de... Quoi de mieux que Jeunesse, le film de Wang Bing. C'est ça, avec... en titre aussi, entre parenthèses, Le Printemps. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure, j'avais oublié. Jeunesse, donc sous-titré, comme Julie l'a rappelé, Le Printemps, réalisé par Wang Bing et distribué par les Acacias, est le premier film d'une trilogie de 9h30, rien que ça, consacré aux jeunes habitants de la ville, usine et dortoir de Zili, située dans la province de Lanhui, en Chine. Alors Morgane, tu dis donc une trilogie de 9h30. Là, le film, il dure 3h40. Les autres morceaux, ils sont où ? On va les voir ? Alors, les autres morceaux ont été montés et étalonnés. Ils sont actuellement en sous-titrage. C'est très long, le sous-titrage pour les films de Wang Bing. Mais du coup, ça va sortir quand même ? Alors, je pense que ils vont sortir, oui, bien sûr. Ouais. Ok, non, en fait, je me demandais si c'était filmé 9h et on en avait vu que 3h, ou si c'était la première partie qu'on a vue de 3h40 et on va voir le reste. Les deux autres parties, ouais. Ok, autant pour moi. Et on sait pas. Je pense que le prochain sera à Cannes, peut-être pas en compétition, mais en tout cas, on devrait les avoir un tous les ans, je suppose. Donc les images de jeunesse ont été tournées et aussi de tout le film de 9h30 ont été tournées entre 2014 et 2019, soit en tout 2600 heures de rush que le documentariste a dû trier. Un sacré boulot. Ouais, monstrueux travail. Jeunesse marque le premier passage de Wang Bing en compétition au Festival de Cannes après de nombreuses sélections hors compétition ou également à Venise. Le film est finalement reparti sans prix. Julie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Jeunesse ? Oui, alors ça va aller vite. Azili, donc, dont tu viens de parler, Morgane, Wang Bing nous amène il nous promène d'atelier en atelier, où se trouvent des jeunes entre 16 et 30 ans environ, qui cravachent toute la journée pour produire en monotâche. Enfin, on est vraiment limite dans Charlie Chaplin, les temps modernes. Enfin, je veux dire, on est complètement dans ça. Ouais. C'est du Fordisme voilà, pur et dur. C'est ça. C'est-à-dire que c'est soit ils font que des ourlets, soit que des doublures, soit ils coupent le même tissu je ne sais combien de fois en une heure. Enfin, c'est à la fois effrayant et fascinant. Donc, ils produisent en monotâche des vêtements essentiellement destinés au marché intérieur chinois, parfois aussi à l'étranger. Et à l'étranger, bon, c'est pas dit, on reviendra plus tard, mais moi, mon hypothèse, c'est que ça part sur des trucs comme Chine, AliExpress ou Temu. Enfin, je veux dire, ouais, ça n'existait peut-être pas encore à l'époque, en 2014, mais en tout cas, c'est les prémices de ça. Ouais. Voilà, c'est ce genre-là, quoi. Et donc, ces jeunes, en fait, pourquoi ils travaillent dans des conditions... vétustes. Oui, vétustes. J'ai pas envie de dire horribles, parce que c'est pas de l'esclavagisme, mais elles sont pas top pour autant. Non. Et c'est un euphémisme. Ils font ça parce qu'ils espèrent engranger assez d'argent pour pouvoir démarrer dans leur vie. Donc, on les voit dans les fameux ateliers, on les voit dans leur dortoir, on les voit en train de déjeuner, de dîner, bref, dans tout leur quotidien un peu à part de ce que nous connaissons, bien évidemment. Et justement, juste pour parler, Morgane, du montant qu'ils gagnent par mois, on avait calculé, toi et moi, parce que tu connais le taux de conversion euro-yen, ça fait partie de tes qualités. Yuan, pardon, j'ai confondu avec le yen japonais. Donc là, c'est l'équivalent de quoi ? Un SMIC par mois environ qui gagne ?
entre un SMIC et entre moins d'un SMIC et un SMIC par mois. Alors environ. un SMIC équivalent France. Oui, voilà, ce qui en Chine n'est pas déconnant, et donc on comprend pourquoi ces jeunes partent travailler dans des conditions qui sont vraiment pas faciles. Ils travaillent de 8h à 23h. J'ai vu dans les interviews que Wang Bing a données, entre 8h et 23h, avec à la fois 1 heure pour manger le midi et 1 heure pour manger le soir, mais sinon ils restent à l'atelier de 8h à 23h. Donc c'est toute leur vie, ils bossent quasiment tous les jours, quasiment pas tous les jours, mais quasiment. Et donc effectivement, parfois ils sont payés au bout de 2 mois, au bout de 6 mois, souvent d'ailleurs aussi, c'est également dit par Wang Bing. Donc ils reçoivent leur salaire vachement tard, ils ont des avances, donc en fait quand ils reçoivent le salaire, l'argent est... Avances qu'ils doivent négocier. Oui, c'est ça, en fait, j'allais en venir, mais du coup ils sont payés que par pièce, en fonction des pièces en tout cas. C'est pour ça qu'ils négocient toujours sur le prix de la pièce. Quand on dit pièces, c'est pas des pièces de monnaie, c'est des pièces de vêtements. Mais on rigole, mais c'est vrai. Voilà, ils touchent en fait en fonction des pièces qu'ils produisent. Et c'est pour ça que dans le film, il y a une grosse partie qui est donnée à ça, en tout cas. Alors, c'est pas facile à comprendre au début parce que eux, ils abordent ça comme ils le font tous les jours. Donc nous, c'est un monde complètement différent. On débarque là-dedans, on essaie de comprendre, mais après, on finit par comprendre les mécaniques de financement, de paiement de ce milieu-là. Et en fait, effectivement, ils sont payés par un rendement par pièce. Et c'est pour ça qu'ils négocient sur le prix de la pièce. Et du coup, ils passent leur temps à négocier parce qu'il n'y a pas de contrat signé. Et en Chine, c'est une pratique qui est assez connue. Hein. La négoce en Chine, c'est même dans des magasins, il y a ça. C'est culturellement. C'est culturel, voilà. Et, mais voilà, jusque dans un... Alors, c'est pas forcément le cas des vrais boulots qu'ils ont là-bas, hein, mais en tout cas, dans ce cadre-là, donc les cités dortoirs de Zili, les ateliers, c'est payé de cette manière-là. C'est-à-dire, tu fais ton truc et arrivé au moment où ils vont être payés, ils négocient, ils font des petites grèves, des choses comme ça, et par atelier, et ils arrivent, ou ils n'arrivent pas, en tout cas dans le film il y en a qui arrivent, d'autres moins, à avoir ce qu'ils souhaitent obtenir. En vrai, Morgane, c'est de ce que montre la jeunesse de Wang Bing, c'est un capitalisme, je trouve, vraiment poussé jusqu'à son extrême. C'est pire que le Fordisme, parce que bon, le Fordisme, voilà, j'en reviens au temps moderne de Chaplin. Il fait une monotage, bon il y a des gags tout ça, mais c'est pas de ça dont je veux parler. Je veux dire que voilà, on est dans la monotage, mais il n'y a pas, à la limite, il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de négocier. Le salaire, il tombe à un moment fixe, il n'y a pas besoin de se poser des questions. Là, c'est terrible. Non seulement ils bossent énormément, mais en plus, comme ils sont, on va dire, dans une position de faiblesse et d'abus, ils doivent aller eux-mêmes chercher leur lot de vêtements, parce que c'est pas le patron qui leur dit « Tiens, fais des vêtements », parce que en fait, ils sont tellement nombreux. Le patron, il a tout intérêt à leur dire « Ben non, toi, tu me fais un lot de 10 vêtements ». Eux, ils veulent faire des lots de 20, 50, 100 vêtements. Enfin, je dis n'importe quoi comme chiffre, mais je veux dire que eux, leur but, c'est de leur plage horaire de 8h à 23h, c'est de faire le plus de vêtements possible. Et pour faire le plus de vêtements possible, il faut qui trouvent leur propre lot. Donc, en vrai, ce sont des ouvriers spécialisés très mal payés. Enfin, c'est pas de simples ouvriers. Ils doivent négocier. Et certes, le négoce est lié aussi à la pratique, on va dire, culturelle en Chine, mais ça va plus loin que ça. C'est les conditions structurelles de leur emploi qui les poussent à négocier. Donc, ils doivent négocier. Et en plus, comme ils doivent négocier, et comme je dis, comme ce sont des ouvriers spécialisés, ils doivent se poser la question, et on y revient souvent dans le documentaire jeunesse, du vêtement qui sera le plus simple à fabriquer pour avoir le meilleur rendement et au final en faire un maximum pour toujours avoir plus d'argent. Et ça entraîne tout ça beaucoup de disputes. Et finalement, en dehors de moments, on va dire, qui constituent des échappatoires où il y a et c'est tout naturel, de la drague entre personnes, où ils parlent, on va dire, rapidement de leurs problèmes de cœur ou autre. Tout ça reste en surface parce que le nerf de la guerre, et comme ils y sont de 8h à 23h, c'est toujours le rendement, le moyen de gagner le plus d'argent, le moyen de ne pas se faire avoir avec des vêtements compliqués, des tissus difficiles à travailler pour ne pas faire d'erreurs derrière. Le moyen d'obtenir plus du patron, parce que ce qui se passe, c'est que la concurrence au niveau de la force de travail, elle est tellement, tellement forte qu'en fait, on comprend que d'année en année, à chaque fois, ils gagnent un peu moins. Donc, c'est une manne qui se tarit, alors que le boulot est toujours aussi dur et complexe.
Et d'autant plus que les tissus sont de moins en moins bons, bien plus sûr. difficiles à manier. Et ils s'en rendent compte, voilà, ils le ça. disent, ils sont extrêmement lucides à ce sujet. Donc voilà, c'est un film qui parle de tout ça. Et alors, juste pour conclure, Morgane, je t'avoue que moi, j'y suis allée le voir, Jeunesse de Wang Bing, avec un petit a priori, parce que je me suis dit, bon, quand même, un documentaire de 3h40 chinois sur des gens qui travaillent dans des ateliers de type industriel pour fabriquer des vêtements. Je sais pas si je vais aimer. J'ai beaucoup aimé. Mais surtout, en fait, quand j'avais lu les retours sur le film Morgane à Cannes, ils étaient mitigés, je crois qu'on peut le Ouais, il y dire. avait des gens qui avaient beaucoup aimé, mais la plupart étaient oui, mais... En fait, je m'attendais à quelque chose d'ennuyeux, voire de contemplatif, et c'est tout sauf ça. Il se passe beaucoup de choses dans ce film. Il raconte beaucoup, beaucoup de choses. D'autant plus que le film est structuré d'une manière assez... enfin, qui t'empêche de... Comme tu parlais de contemplation, de te perdre dans la contemplation, parce qu'en fait, le film, il visite plusieurs ateliers. C'est un montage très rythmé. Il change quasiment d'atelier toutes les 15-20 minutes sur 3h40, et la plupart du temps, c'est des ateliers différents. Des fois, il revient sur des ateliers où il a déjà été, avec des personnages qu'on retrouve. Alors, c'est marrant parce que il n'y a pas de temporalité, il y a des éléments qui t'aident à trouver la temporalité. Notamment, tu parlais d'un moment où pendant le film, il y a l'iPhone 6. Oui. C'est ça qui m'a fait réaliser pendant la séance, Morgane, que c'était pas à notre époque. Je me dis, l'iPhone 6, on n'est pas à l'iPhone 6 là. Ouais, et voilà, il y a des éléments comme ça, mais globalement, on ne sait pas à quel moment on se trouve, on se situe, et on comprend en fait effectivement qu'à un moment donné, il disait que l'année dernière on gagnait plus. Bah effectivement, l'année d'avant, et là on a été projeté dans plusieurs années, et à ce niveau-là, le film à la fois nous perd et nous demande de la concentration. Donc en fait, je vois pas trop où l'ennui se situe. Alors peut-être parce que finalement c'est un film très répétitif avec des situations. C'est peut-être le sujet. Hein. Oui, des situations qu'on retrouve d'un atelier à un autre, c'est-à-dire c'est des jeunes de 23-24 ans ils ont 23-24 ans, mais on pourrait croire qu'ils en ont moins parce que en soi, mis dans un lieu comme ça fait très colonie d'ados. Et qu'est-ce qu'ils font ? Bah ils se draguent, ils se chamaillent. Parfois c'est un peu limite, mais voilà. Des fois il y en a qui ils réagissent violemment, ils veulent se taper, et c'est assez violent. Scène ahurissante, Morgane, parce que là on croirait un film au sens une fiction, et ça n'en est pas une. C'est-à-dire qu'en fait ils en oublient la caméra. C'est ça qui est fort dans le film. Elle est intégrée dans la méthode Jeunesse. Wang Bing. Voilà. Wang Bing, il était parti pour faire un film sur 6 mois, et en fait il est revenu plusieurs fois pendant 5 ans. Et il a eu le droit d'accéder, en ayant la confiance de tous ces gens-là, à des lieux. Donc les patrons eux-mêmes acceptent qu'ils soient là, et du coup ils en oublient effectivement. C'est quasi de la télé-réalité. Sans le côté programme télé. Enfin, non, mais c'est vrai, Morgane, que c'est un documentaire jeunesse. Alors certes, ça parle de jeunes, mais c'est aussi, je trouve, un documentaire qui est édifiant sur les méthodes, on va dire, d'ascendant que possèdent les patrons pour obtenir de leurs ouvriers ce qu'ils désirent. C'est-à-dire que là, on a tout de but en blanc, il n'y a rien qui est caché. Il y a, sauf peut-être une ou deux fois rapidement... chez les ouvrières, mais à aucun moment, en fait, même on a l'impression qu'il y a une caméra. C'est comme si elle n'existait pas. Juste, on s'en rend compte parce qu'il y en a une ou deux qui veulent pas trop être filmées, mais c'est très court, c'est l'espace de 10 minutes, un quart d'heure. Il y a quelques interactions, notamment un personnage qui dit tiens, je vais te montrer tel endroit parce qu'il y a ça, mais voilà, c'est pas... Mais alors, les patrons, leur discours, il est totalement assumé, il est quasi revendiqué même de ah oui, non, veulent. Ils cachent rien, voilà. Ils sont franco, quoi. Et c'est impressionnant parce que ça en fait, je trouve... c'est un documentaire, mais je trouve que ça en fait aussi un objet accidentellement à valeur historique sur ce que signifie être un patron face à ses ouvriers. Et je pense que c'est quelque chose qui est très propre à la méthode de Wang Bing, un peu comme on peut l'avoir aussi chez Wiseman, c'est comment ils se fondent dans pas le décor, mais le lieu où il se situe, et c'est le côté un peu cinéma du réel, c'est-à-dire qu'en fait on a l'impression que, alors il y a de la mise en scène évidemment, il y a de la mise en scène, la caméra elle choisit des angles, et il y a des cadres qui sont choisis, même si parfois ils s'adaptent aussi. À un moment où il y a des personnages qui courent, il essaie de courir avec eux, c'est assez marrant, il essaie de monter les escaliers en courant, mais tu sens qu'il est moins rapide et agile que, en plus il a une caméra dans les mains, donc voilà. Mais voilà, il y a aussi des aléas du direct, du réel.
Mais voilà, c'est du cinéma où on a l'impression que la caméra est quasi invisibilisée, mais elle est toujours là. Et en fait, on a accès à des choses qu'on ne pourrait pas penser. Et on a des films, donc que ce soit À l'Ouest des rails, son film sur le train, enfin c'est pas que sur le train, c'est sur la disparition d'une aciérie en Chine centrale, et c'est l'histoire de cette ville d'ouvriers, et c'est magnifique, c'est son plus grand film. Il y avait Les âmes mortes, sorti, c'était son précédent film en 2018 sur les camps de concentration, hein, des gens soi-disant de droite dans les années 50 sous le régime de Mao, des gens qui travaillaient dans des camps de travaux forcés, et là on voit les survivants, et c'est pareil, c'est la manière dont il arrive à se fondre là-dedans, et pour moi c'est le geste de cinéaste du réalisateur. C'est pour ça aussi qu'on peut parler de mise en scène alors qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas, et aussi du travail du montage qui est phénoménal, hein. Faut se rendre compte quand même que 2006 Danseurs de Roche, il arrive quand même à faire un film avec une vraie il y a une vraie histoire, il y a une trame, en fait. Même. Il y a une progression, et il y a des personnages qu'on voit au début, dans le film, qui sont au début des employés, et en fait il y en a un qui devient un patron carrément, et c'est assez c'est pas montré comment il devient, mais en fait on le voit d'un coup et c'est le patron, et c'est assez fascinant. Morgane, pour ça que je trouve que c'est un bon film, c'est que c'est un film qui raconte plus que ce qu'il est censé raconter. C'est-à-dire que là, donc, Jeunesse, c'est un film qui est censé parler effectivement des jeunes qui vont gagner de l'argent, mais il parle d'autre chose, comme je l'ai dit. Il parle de comment les patrons se comportent. Il parle aussi, comme toi tu viens de le dire, de l'ascension d'un ouvrier qui devient patron à son tour. Et puis, il parle d'une chose qui, moi, m'a vraiment frappée, c'est comment, et finalement, c'est, on va dire, accidentellement marxiste, hein, quelque part, c'est comment tout ça, tout ce système-là va vers du pire en pire. C'est-à-dire que tout se dégrade. Et le film montre ça, mais de but en blanc. C'est-à-dire qu'ils gagnent moins, les tissus sont de pire en pire, il y a de plus en plus de gens qui veulent... Voilà, c'est ça, qui veulent gagner de l'argent, et c'est normal, en fabriquant des vêtements qui sont de plus en plus pourris, dans des conditions de plus en plus déplorables. Et en plus dans des lieux qui sont à la limite du salubre. Mais c'est sordide. Les dortoirs où ils dorment, parce qu'en fait ils habitent au-dessus de l'atelier dans des dortoirs qui payent pas, en fait. Ils payent pas. Voilà. La nourriture, c'est limite s'ils la paient. Parfois, je crois qu'il y en a qui la paient pas. Ils mangent tous les jours des nouilles instantanées, ce qui n'apporte absolument rien en termes de nutrition. Ouais, des trucs qui sont faits dans les rues là, à l'extérieur, ce qui se fait beaucoup en Asie. Bien sûr. Mais là, c'est à la limite c'est pas ce que tu manges, quoi. Mais non. Et c'est pas là où ils bossent, là où ils dorment, c'est pas sale, mais c'est effectivement à la... Non, enfin... Je sais pas comment dire, c'est pas sale, mais c'est effectivement à la limite du salubre. Enfin, il y a pas trop de lumière du soleil, voilà, c'est très... C'est ça, on sent qu'ils arrivent à se maintenir, mais on se demande presque combien de temps, en fait, tout ça va tenir. Parce que quand je disais que c'est quasi marxiste accidentellement, c'est que c'est aussi un film qui parle de l'effondrement du capitalisme. C'est-à-dire que on les voit, en plus, enfin, il y a des éléments très concrets quand on les voit fabriquer leurs vêtements. On voit aussi tous les déchets. À un moment, il y a une femme, elle a 2 énormes sacs avec plein de déchets. La mère d'un des personnages, d'ailleurs. Oui, et qui travaille aussi là-dedans avec Alors lui. Elle ne fait plus de travaux d'atelier, elle fait le travaux de ménage dans l'atelier. Ouais, c'est ça. Mais quand on voit le nombre de déchets pour des vêtements qui sont faits avec des tissus absolument minables, enfin, c'est vertigineux. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que le film aussi raconte plein de choses, c'est que c'est aussi un film qui, indirectement, parle de la pollution. Effectivement. C'est-à-dire qu'on voit via les tissus tous ces déchets, tout ce qui est jeté pour de la surconsommation de vêtements qui vont être quand même jetés dans 2 mois parce qu'ils ne fonctionneront plus. Oui, c'est ça. Et ça affiche vraiment un coup. Enfin, je veux dire, c'est du concret, quoi. Et c'est marrant, c'est un film qui fout un coup, c'est un film assez désespéré, enfin en tout cas. Mais dans le film, ne le sont pas. Et en même temps, c'est un film solaire d'un côté, parce qu'il y a un côté un peu, je le disais dans ce que j'ai dit sur Twitter, il y a un côté un peu teen movie, c'est assez bizarre. Alors c'est pas des adolescents, mais quasiment. Il y a dans l'énergie de ces jeunes, on s'attache à ces jeunes en fait. Bien sûr. Et à leur love story, parce qu'ils ont littéralement des histoires d'amour. Il y en a même qui se marient au bout d'un moment et qu'on ne voit plus parce qu'on sait qu'ils se marient parce qu'il y en a une qui est enceinte. Et en fait, on s'attache à ces personnages et on a envie d'être avec eux. D'ailleurs, la fin se termine sur 15 minutes finales dans une maison
qu'un des personnages, pardon, un des jeunes, Xiao Mei, finit par acheter avec sa mère, et il emmène 2 de ses collègues, on va dire, ouais. Et c'est une sorte d'escapade un peu plus... et c'est à ce moment-là qu'on sort enfin de... C'est une note un peu positive. Et on se dit que tout ça, ça amène à jeunesse. ça, et en fait, on comprend pourquoi à la fois c'est terrible, et en même temps pourquoi ils font ça, et en même temps aussi on comprend, en fait... Le film, le grand méchant de l'histoire, c'est qui? C'est pas les petits patrons, c'est aussi le système en lui-même. Bien C'est sûr, ça, en ce fait. sont des consommateurs. Et c'est nous, voilà, en fait, et c'est et la Chine, le gouvernement, et les États-Unis, et enfin plein de choses, et la globalisation, etc. Et les petits patrons, ils ont ce côté un peu, ils essaient de gratter des sous, ils sont pas gentils, Bien sûr. mais en final, eux-mêmes, ils sont les victimes de ce système-là. Et On sent qu'au global, Morgane, il n'y a pas de réflexion sur l'impact des actions de la production des vêtements, que ce soit ceux qui les commandent, ceux qui les fabriquent. Et en même temps, ils ne peuvent pas l'avoir, ces réflexions. On ne peut pas l'attendre ou l'exiger d'eux, vu qu'ils bossent du matin jusqu'au soir. bah non, ils sont dans leur bulle, quoi. C'est ça. Mais voilà, c'est un film qui est à la fois très, très sombre. Donc, c'est pour les gens qui vont nous écouter, 3h40 dans des ateliers, etc. On pourrait croire que c'est anxiogène, et ça l'est un peu, mais il y a aussi une sorte de respiration dans le film. Et puis on rigole parfois, enfin, oui. ça paraît Non, mais c'est aberrant vrai. dit comme ça, on se rigole marre aussi. avec les personnages, enfin avec les jeunes. Il y a vraiment ce... Et on comprend aussi pourquoi dans le montage il a gardé ça aussi. Wang Bing, il veut montrer... Enfin, le nom du film c'est Jeunesse, c'est pas industrie capitaliste textile. Non, c'est pas ça. drame social chez Ken Loach. Voilà, c'est ça qui l'intéresse Pardon. au final, c'est ces jeunes-là en fait. Et c'est assez fort. Et puis juste pour terminer, le film, ce qui est passionnant aussi, c'est la manière dont il filme aussi le travail, les gens au travail. Et il y a des scènes qui c'est quasiment que enfin, c'est muet, et on voit des gens en train de travailler pendant 5 minutes en train de monter des vêtements à la chaîne, etc. Et c'est complètement ouais, c'est fascinant, c'est des images qu'on voit très peu en fait. Et Bien sûr, mais là aussi tu vois Morgane, je vais être rassurante pour les gens qui n'ont pas vu le film. On n'est pas dans un délire je filme les rails chez Tarkovsky dans Stalker, hein. Enfin je veux dire, les moments où il filme les machines et tout, à 2 doigts d'avoir un PTSD à dire je peux plus entendre une machine à coudre à cause de Wang Bing. bah, c'est très bruyant. Ouais. Voilà, c'est extrêmement bruyant, mais c'est pas pour autant ennuyeux. Enfin, je veux dire, c'est pas des moments qui durent 10 minutes et il se passe rien. Enfin, il se passe des choses, c'est-à-dire qu'on les voit à la machine, on les voit travailler très rapidement. On voit aussi qu'ils sont sur des bancs, il y a pas d'assises pour le dos. Enfin, je veux dire, ça donne des sueurs froides. Enfin, on les voit aussi. Bah, c'est pour ça qu'il n'y a que des jeunes aussi. Hein. Bien Tu te sûr. rends compte qu'il n'y a pas de vieux parce que ce travail, il peut être fait que par des gens qui sont en bonne santé, Voilà. encore en bonne santé. Et même en bonne santé, j'en suis pas tout à fait sûre, dans la mesure où, à un moment, on en voit certains se mettre torse nu ou par rapport à ce qu'ils mangent. Et pour des jeunes, en vrai, ils sont pas du tout en bonne santé. Enfin, Ah oui, on non, voit mais les corps courbés, on c'est pas voit très sain, ouais. les chairs pendantes à 20 ans, mais pas pour des questions de surpoids ou autre, mais parce qu'ils bouffent de la merde, parce que ils sont assis en ayant le dos qui est cassé en deux. Oui, courbé. Parce que voilà, ils peuvent pas faire de sport, parce que ils voient pas la lumière du jour, donc ils ont la peau burinée. On dirait que c'est même pas qu'ils ont de la crasse ou de la suie sur le visage, mais tout ça manque de respiration et ça se voit sur leur corps. C'est aussi un film qui dit l'impact du travail sur le corps des êtres humains. Oui, là, c'est terrible. C'est pas le film montrer le travail, le bonheur qu'on trouve dans le travail. Qui est Alors, c'est pas macroniste, non. Montrez ce film à Emmanuel Macron, s'il vous plaît. Ça lui fera du bien, je pense. Bon, je pense qu'on a terminé sur le film. Très bien. Franchement, si vous avez 3h40 à caler et vous voulez une vraie expérience de cinéma, si ça fait un peu élitiste. Et si vous avez la chance qu'il passe à côté de chez vous, allez voir Jeunesse de Wang Bing. Ouais, c'est déjà un des très grands films du début d'année, avec notamment Priscilla. Moi, j'ai un peu moins aimé, mais voilà, c'est des très bons films en tout cas. Donc on a fini avec le programme de la journée, donc de la semaine et de la quinzaine aussi. On reviendra cette fois pas dans 2 semaines, mais dans 3 semaines, parce qu'en fait on a fait un choix tactique, on va dire, comme au football. On a voulu. Alors déjà, on va se reposer un petit peu. Oui, déjà, t'as tout à fait raison, Julie. Et on a fait le choix en fait parce que sur 3 semaines, il y a vraiment. Alors la semaine prochaine, il n'y a pas grand-chose qui nous intéresse, mais il y a quand même. En vrai, il n'y a rien qui nous intéresse quasiment la semaine prochaine. Voilà, il y a des films qui sont vraiment bien, qui vont arriver d'ici. Enfin, vraiment bien, on ne sait pas, on les a pas encore tous vus, mais qui vont arriver d'ici le 26 janvier. Donc il y aura Poor Things, donc le Lion d'Or de Yorgos Lanthimos. Alors c'est Pauvre créature en français, j'arrive toujours pas à l'appeler comme ça.
Je pense qu'on va continuer à dire Poor Things, mais... Oui, c'est vrai que c'est un petit peu étrange, mais bon, pourquoi pas. Ouais, il y a Les Chambres Rouges, qui est un film canadien d'angoisse, un thriller qui a gagné le prix à Fantasia, qui est le gros festival fantastique canadien, et qui était présenté à l'Étrange Festival. Il y aura May December qu'on a vu en juin, juste après sa sélection à Cannes, donc le film de Todd Haynes qui a buzzé récemment. Parce qu'il était sur Netflix aux aux États-Unis. Il y a eu des gens qui se sont emparés du film, des images du film, donc vous avez peut-être déjà vu quelques images du film. Voilà. Et en salle, le dernier film dont on parlera, c'est Iron Claw, dont tu as déjà évoqué, qui est le nouveau film avec Zac Efron, Harris Dickinson, qui était dans Sans filtre de Ruben Östlund. Ouais, Jeremy Allen White. La sensation des boxeurs et caleçons Calvin Klein, et aussi dans la série The Bear, le pauvre. C'est un peu un film avec des étoiles montantes et une étoile un peu filante, mais qui revient, donc Zac Efron. Le nouveau film de Sean Durkin, celui qui avait fait Martha, Marcy May Marlene et The Nest il y a 2-3 ans. Et donc c'est un film sur des lutteurs qui sont un peu exploités par leur patron, ce qui est un peu le même sujet que Foxcatcher, qui est un de mes films américains préférés d'il y a la dernière décennie. Et on terminera sur un film VOD. Alors bon, on est un peu avec Morgane obsessionnel. On s'excuse pas, vous avez l'habitude. On parle tout le temps de Hong Sang-soo. Donc là, on va reparler de Wang Bing. Oui. C'est un hasard du calendrier. Mais sur Arte sera disponible le documentaire Man in Black, qui était aussi à Cannes, mais hors compétition. Exactement, mais qui est du coup un film d'1 heure. Voilà, Bon, là ça va, parce que 3h40, il y en a marre. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, on l'a vu qu'il y passait, donc on va pas ne pas en parler. C'est bien aussi de faire de la lumière sur ces films-là. Et donc, et aussi sur le service public, il les diffuse gratuitement pour notre bonheur à tous. C'est vrai que ça change de tout le temps de parler de Netflix ou Prime Video. Donc, voilà, et là, vous n'aurez aucune excuse, vous pourrez le voir. Exactement, donc on vous souhaite d'ici là de bien vous porter, de bien récupérer aussi des fêtes et des vacances. Oui, et puis on vous rappelle que vous pouvez nous soutenir financièrement en vous rendant sur le Linktree d'Arrêt Caméra, qui est notamment disponible dans la description de chacun de nos épisodes et également sur notre compte Twitter. Voilà. On ne met pas de publicité. Arrêt Caméra reste et restera gratuit à jamais et au-delà. Et puis on vous dit à la prochaine, dans 3 semaines. Portez-vous bien. À bientôt. À bientôt.